très heureux d'être avec vous ce soir et puis de partager autour de la thématique de l'entreprise apprenante. Et c'est un vrai plaisir de vous retrouver. Comme Madame Jacquet l'a indiqué, j'étais déjà venu à votre rencontre sur la thématique des discriminations et la question importante de la diversité des équipes. Et en fait, la thématique de ce soir fait un petit peu pour moi un prolongement, un lien. Et moi, je vous propose cette question, c'est comment j'arrive à travailler en entreprise avec quelqu'un qui ne me ressemble pas. Et comment, en quelque sorte, je parviens à apprendre de lui, sachant que sa forme d'intelligence, sa forme de comportement, son attitude au travail n'est pas forcément la mienne. Et donc, ce soir, moi, j'aurais vraiment plaisir à partager avec vous autour de ces questions d'apprenance, ces questions de synergie, de complémentarité dans les équipes, comment je parviens à travailler avec quelqu'un qui ne partage pas forcément mes valeurs, mes comportements, mes attitudes. Alors, je me propose, en fait, dans un premier temps, de vous présenter un certain nombre d'éléments de recherche, un certain nombre de concepts autour de l'entreprise apprenante. Et puis, si vous en êtes d'accord, en fait, j'ai aménagé pendant une petite vingtaine de minutes, donc là c'est une présentation d'1 heure, et ensuite pendant une petite vingtaine de minutes, quelques questions-réponses avec vous, avec grand plaisir. Et puis au fur et à mesure, moi je serai complètement à l'aise. Si vous souhaitez m'interrompre ou poser une question pour approfondir, n'hésitez pas. La seule chose c'est vous lever la main et puis je vous passerai la parole avec grand plaisir. Voilà, donc c'est vraiment pour moi un plaisir. Comme Madame Jacquet l'a dit, pour ceux qui n'étaient pas avec nous la fois dernière, j'ai un parcours de sociologue, puisque en fait j'ai fait une thèse de sociologie avec Renaud Saint-Saulieu à Sciences Po, qui traitait de la question en fait de l'identité au travail, et notamment de la construction de soi quand on travaille à l'étranger. Comment on parvient à soutenir son identité professionnellement quand on est expatrié. Et donc ça m'avait amené à faire des enquêtes à l'international. Et ma particularité peut-être, c'est qu'en fait j'ai été en même temps à la fois sociologue, avec un certain nombre d'ouvrages sur la gestion des ressources humaines, sur la diversité, sur les logiques d'intelligence collective, et tout en exerçant une pratique à temps plein en tant qu'homme de ressources humaines. Et c'est assez spécifique, assez rare en France, mais dans d'autres pays, en fait, on arrive à concilier, si vous voulez, ces deux parcours, ces deux logiques d'action, qui mêlent pour moi à la fois théorie et pratique, et je pense que c'est aussi au centre des logiques d'apprentissage. Voilà, alors ce que je veux aussi vous dire, c'est que ça me ferait très plaisir de vous donner à la fin de ma présentation, on va s'arranger avec Sciences Po, l'ensemble des supports que je vais vous présenter. Et puis, vous pouvez retrouver aussi sur le site internet qui est le mien, un certain nombre de vidéos, une dizaine d'ouvrages que j'ai pu faire sur le thème de l'entreprise apprenante et de l'interculturel. Et donc, ce site, c'est www.philippepierre.com. J'y ai rassemblé à peu près 200 articles, aussi en accès libre. Et donc, ça participe aussi, je dirais, de mes convictions et puis je crois aussi de l'engagement qui est le nôtre de faire se marier des pratiques, des théories diverses. Alors dans un premier temps, moi ce que je vous propose c'est de se demander en fait pourquoi aujourd'hui la question de l'entreprise apprenante est une question aussi importante et à quoi ça renvoie du point de vue des évolutions en fait socio-démographiques de fond et pourquoi aujourd'hui en quelque sorte tirer parti de l'intelligence de tous dans son collectif, prendre au sérieux l'idée que chacun est porteur d'un savoir et d'une forme d'intelligence dans son organisation. Pourquoi ça m'apparaît, et je suis certain que c'est pour vous aussi une conviction, pourquoi ça m'apparaît une évolution majeure. Alors, je suis reparti un peu de l'évolution du marché du travail et de ce nouveau contexte d'apprentissage et des logiques en fait d'apprenance à l'œuvre. Et la première chose que je veux souligner avec vous, c'est qu'il est particulièrement important que l'entreprise devienne apprenante, c'est-à-dire soit un lieu d'intelligence collective, que l'on tire parti de l'intelligence de tous, parce qu'il y a un formidable enjeu démographique en France et en Europe, dans la plupart des pays dits riches, sur la question en fait de la valorisation et de la transmission du capital d'expérience, des tours de main, des bonnes pratiques. Et ce capital et ces tours de main, ces bonnes pratiques, se font autour d'un enjeu que j'ai baptisé l'enjeu senior. Alors l'enjeu senior, pour moi, ça renvoie aussi à la représentation qu'on a par rapport à l'âge. Et ça, c'est une donnée pour moi aussi importante de l'apprenance. Senior, vous savez, aujourd'hui, la définition que l'on donne, la plus fréquente, se situe dans les accords que l'on signe, dans la presse aussi que l'on lit, autour de 45 ans. Et j'ai la chance, en fait, de pas mal voyager à travers le monde, et la représentation qu'on a des âges n'est pas du tout la même. En France, bien souvent, je pense que nous avons ensemble un pari à réussir,
c'est le pari de la représentation culturelle que nous avons des âges. C'est-à-dire que si je dis à quelqu'un qu'il entre dans l'âge des seniors, je ne suis pas certain que pour lui ce soit un compliment. Je ne suis pas sûr en fait qu'il ne partage pas ma représentation qui consiste, et à tort bien évidemment, à gravir une montagne. Et puis la société autour de nous nous dit en quelque sorte que vient l'âge de l'expérience senior, mais en fait ce que j'y vois moi c'est ce que les psychologues appellent la paroi de verre. La paroi de verre, c'est la première fois où quelqu'un se dit, et forcément à tort, ça y est, c'est trop tard pour changer de vie, changer d'entreprise ou même changer de métier. Et quand j'étais homme de ressources humaines, je m'apercevais malheureusement que ce mécanisme qui est dommageable, affectait des personnes de plus en plus jeunes dans l'entreprise. C'est-à-dire que de plus en plus tôt, on est amené à se dire, à tort évidemment, qu'on n'est plus au rendez-vous de la performance. Et donc je ne peux pas m'empêcher de lier avec vous cette question de l'apprenance à la question de nos représentations culturelles et à la manière dont on perçoit dans l'organisation et les âges et l'autorité et les nouvelles modalités d'apprentissage. Alors cette notion de paroi de verre, je la trouve intéressante. Je la trouve intéressante, cette notion de paroi de verre, parce que, en quelque sorte, elle invite déjà le manager ou le dirigeant, les représentants syndicaux, chacun d'entre nous, à se questionner sur notre posture. Dans quelle mesure en organisation je suis bien sûr de ne pas avoir quelqu'un à côté de moi qui est victime de ce mécanisme de la paroi de verre et qui se dit à tort, je n'ai pas forcément de valeur ailleurs, et donc qui est en quelque sorte en retrait dans l'organisation, et à tort. Et donc ça c'est vraiment le premier point moi, que je veux partager avec vous, parce que je vois d'énormes différences entre les pays, entre les aires culturelles. Vous savez qu'en France, le taux d'emploi de la fourchette 55-65 ans, 55-65 ans, est autour de 39,5%. 39,5%. La fourchette 55-65. Et en préparant ma conférence, j'ai regardé en fait chez certains de nos partenaires européens. Eh bien, dans les pays du Nord, dans les pays nordiques ou scandinaves, vous allez au-dessus de 65%, parfois 70%. Et donc la France aurait en quelque sorte, à tort évidemment, fait en quelque sorte un pari, à mon avis, mauvais, qui consiste à inventer des catégories pour mettre les gens de côté très vite, alors même que nous avons une espérance de vie qui grandit. Vous savez qu'une petite fille aujourd'hui qui naît dans la société française a une chance sur 2 d'être centenaire. Une jeune lycéenne qui est dans nos lycées aujourd'hui a une chance sur 3 d'être centenaire. Et c'est une chance, espérons-le, avec les progrès de la médecine, avec la manière dont on accompagne les personnes. Et donc la société française gagne en espérance de vie, mais c'est comme si dans nos critères mentaux et notre manière de regarder le réel et le travail, on étiquetait les personnes de plus en plus tôt comme futurs potentiels et qu'on générait chez chacun d'entre nous un sentiment de fin de vie professionnelle. J'emprunte la formule à un homme que j'aime beaucoup, qui est Jean-Marie Peretti, et il parle de sentiment de fin de vie professionnelle. Et je pense que pour nous tous, c'est une vraie préoccupation culturelle. J'enseigne beaucoup en Afrique, et j'ai eu des cheveux blancs très vite. Et évidemment, je pense que j'ai donné aux autres l'impression que j'étais plus âgé encore que mon âge biologique. Et en Afrique, il m'arrive qu'on me dise, toi qui es vieux, partage avec nous ton expérience. Eh bien, c'est un avantage, c'est-à-dire que je tutoie le monde des ancêtres, et en quelque sorte, c'est une preuve supplémentaire peut-être, ou en tout cas une première preuve d'un début de compétence. Et je suis très frappé en France du regard que nous avons sur la sénescence. Je suis très frappé par les obstacles que nous nous mettons d'ordre culturel et qui renvoient à loin sur la représentation que nous avons des âges. Et donc j'avais envie ce soir de partager avec vous ce premier point, qui est peut-être un point autour de la transformation des mentalités, et c'est un long chemin. Nous ne pourrons construire ensemble une entreprise apprenante, une organisation apprenante, je pense que si nous changeons de regard véritablement sur les processus à l'œuvre autour des âges et autour des deuxième et troisième parties de carrière. Et ça, je suis sûr qu'on le partagera ensemble au moment des questions-réponses avec grand plaisir. Le deuxième point, je pense, qui est alors là pour le coup pour moi un renouveau des formes d'apprenance, et ça touche l'entreprise, mais ça touche aussi le sourcing de l'entreprise, c'est-à-dire le vivier de candidats. Ça touche en fait, le deuxième point pour moi, ça touche à l'attitude, au comportement d'une classe d'âge, des 18-30 ans. Alors, je ne suis pas, ou du moins j'essaye de ne pas être Y-ologue. L'Y-ologue, c'est quelqu'un qui va confondre classe d'âge et génération.
et qui va partir de l'idée qu'après tout, puisque ces jeunes entre 18 et 30 ans partagent le même âge, ils vont partager les mêmes représentations du travail ou les mêmes comportements. Ce que j'ai tendance, moi, à observer, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la classe d'âge, je vois des tiraillements, des dissonances, des écarts très forts entre des personnes qui ont la chance d'être ici, dans ces amphithéâtres, dans ces belles écoles de la République, et qui font des études, et puis des personnes qui vont être issues de classes sociales plus déshéritées et qui n'auront pas la chance d'accéder à l'enseignement, ni même à l'enseignement supérieur. Et donc, j'essaye toujours, moi, de fustiger le discours des Y-ologues, et qui consiste vraiment, c'est une erreur, à confondre classe d'âge et génération. Pour autant, je pense que quand on réfléchit aux nouveaux comportements d'entreprise, quand on réfléchit ensemble à l'apprenance et à la nouvelle manière, je dirais, d'avoir accès au savoir, si vous me demandez quel est l'un des facteurs les plus lourds de changement, je vous dirais que ça touche quand même des nouvelles modalités pédagogiques de la génération dite Y. Je vais prendre l'étiquette à mon compte. Et les lois de la démographie sont belles et implacables. De toute façon, ce seront eux qu'on aura dans nos entreprises demain, et ils ont déjà commencé à être à nos côtés. Et ce que j'observe là, moi, c'est une vraie révolution chez certains d'entre eux. Là, moi, j'ai la chance en ce moment d'être dans un amphithéâtre et de vous faire face, et j'ai la chance de croiser vos regards. Quelques-uns et quelques-unes d'entre vous ont un ordinateur pour prendre des notes, et j'en suis très heureux. Mais la plupart d'entre vous, vous êtes sur une modalité d'apprenance papier-crayon. Et puis pour certains d'entre vous, vous allez faire une activité de mémoire et vous allez mémoriser en fait la conférence. Ce que j'observe dans beaucoup d'endroits maintenant où j'enseigne, quand je rentre dans l'amphithéâtre, souvent, j'ai pas la chance moi d'avoir Madame Jacquet qui me présente, je viens seul. Et quand je rentre dans l'amphithéâtre, il est assez fréquent aujourd'hui que quand je fais face à mon public, j'ai personne qui me regarde. Et donc je sais qu'ici ce soir il y a des professeurs, il y a des personnes qui enseignent, il y a des personnes qui ont eu cette expérience-là. Je suis face à un public où, a priori, le contact visuel, c'est-à-dire l'élément de reconnaissance culturelle admis dans nos sociétés, important, n'est pas au premier rendez-vous. Et souvent, la première interaction avec eux du point de vue de l'apprentissage, c'est que je donne mon nom. Et je leur dis « Bonjour, je m'appelle Philippe Pierre et je suis très heureux de partager avec vous autour de ce moment d'échange et de partage. » Et à ce moment-là, dans l'amphithéâtre, un peu comme une symphonie de cliquetis, vous avez 100, 200, parfois plus encore, 300 jeunes qui sont dans la classe d'âge que nous analysons là et qui vont en fait, en tout cas je le sais qu'après, qui vont taper mon nom. Et alors, avec eux, en plus, je sais qu'ils font plus que ça dans les modalités d'apprentissage. Ils découpent leur écran en deux. Moi, ils m'ont expliqué ça, parce qu'évidemment, c'est toujours intéressant d'aller à la rencontre de gens qui ne travaillent pas comme moi. Ils découpent leur écran en deux, et alors ils m'ont expliqué qu'à gauche, ils cherchaient tous les sites internet sur lesquels mon nom apparaissait. Mais alors, c'est un exercice pour eux de chasseur, en quelque sorte, de tête, qui n'est pas facile, parce que Philippe Pierre, vous en conviendrez, c'est un patronyme, c'est un patronyme qui est assez usité. Et Philippe Pierre, donc, il tape ça à gauche. Oui, monsieur. Vous voulez intervenir? Pas du tout. Ah, ça, c'est un merveilleux compliment. Je vous remercie beaucoup. C'est vrai, c'est deux prénoms qui sont très beaux. J'y suis très attaché à mon nom. Et donc, il tape Philippe Pierre. Et puis, ils vont chercher comme ça tous les sites apparemment où je suis. Puis, ils m'ont expliqué, en fait, qu'à droite, souvent, ils vont chercher les photos. Alors ça aussi, c'est une réflexion commune sur l'idée que nous nous faisons de la représentation physique et la question des discriminations, ça c'est sûr. Et donc, la première chose qu'ils font, et c'est pour moi assez révélateur aussi du contact demain en entreprise, c'est qu'ils accordent du crédit, c'est l'idée que je vous propose, il me semble en tout cas. Ils accordent du crédit à un professeur, à un manager ou à un expert si vous existez ailleurs. C'est-à-dire que pour eux, il y a assez naturellement comme un produit de l'éducation, quelque chose qui est de l'ordre de l'équilibre entre le présentiel et le distanciel. C'est certainement des personnes qui sont nées avec une télécommande dans la main et qui vivent dans un temps que je vous propose d'appeler simultané. C'est-à-dire que dans leur manière d'apprendre, dans leur manière en fait de mémoriser les choses, dans leur manière d'appréhender aussi le rapport au professeur, le rapport à l'autre tout simplement, ils sont, je vous propose cette expression que j'emprunte à un anthropologue
qui s'appelle Edward T. Hall, H-A-2-L, et qui est un formidable anthropologue américain, malheureusement décédé, mais extrêmement intéressant. Edward T. Hall dit « Ces personnes ont tendance certainement à être polychrones. C'est-à-dire qu'elles vivent dans des temps qui sont simultanés. Ce sont des personnes qui sont avec vous, mais toujours avec quelqu'un d'autre en même temps. C'est-à-dire que par le téléphone, qui est devenu un ordinateur, par l'ordinateur, par l'écran de télévision peut-être, mais pour eux, c'est presque préhistorique. Hein. Le grand film du dimanche soir, ça n'a plus aucune valeur aussi importante que pour nous. Hein. Hein, cette source comme ça, unique, pratiquement unique, le grand film du dimanche soir, pour eux, ils sont dans un monde qui passe du bipolaire ou de l'unipolaire au multipolaire. Et en soi, c'est une véritable préoccupation. Et donc, ces jeunes me semblent polychrones. C'est-à-dire qu'en fait, ils vivent véritablement dans plusieurs temps en même temps que moi, et ils font coexister plusieurs espaces sociaux en un seul espace physique. La médiatisation de la communication par la machine leur permet de faire coexister plusieurs espaces sociaux, plusieurs sources d'information en un seul espace physique. Alors ça, moi, je le vois déjà émerger en entreprise. Dans certains comités de direction, vous avez comme ça des nouvelles manières d'organiser les réunions où on est un peu polychrone. C'est-à-dire qu'on est dans une attention flottante et puis on prend la parole au point 5 de l'ordre du jour. Mais dans le même temps, on va être ailleurs avec sa machine. Alors c'est toutes des questions fondamentales de communication que ça pose et de logique d'apprenance. Polychrone, j'emprunte cette expression à un homme qui donc s'appelle Edward T. Hall, et je vous invite vraiment, si vous avez un peu de temps cet été, à lire son livre sur le temps et la culture, qui est un livre merveilleux que vous connaissez peut-être, qui s'appelle La danse de la vie. Et Edward T. Hall, il nous dit, si on veut comprendre les mécaniques d'apprentissage au travail, si on veut saisir en fait peut-être même le renouvellement des catégories, il faut en fait bien avoir en tête que souvent dans les sociétés, il y a au moins deux grandes conceptions du temps. Il y a ceux qui vivent dans des temps simultanés et qui sont à l'aise à être en quelque sorte dans la création du lien pour co-construire un savoir, c'est-à-dire qu'on est d'abord dans la relation humaine, on crée du lien pour ensuite construire un savoir. Et puis je vous propose évidemment une autre conception qui est certainement la mienne et que Edward T. Hall appelle une conception du temps monochrone. Dans cette conception du temps, si vous me demandez de dessiner le temps, eh bien, je vais vous le dessiner dans l'espace comme ça, comme une flèche. C'est-à-dire que pour moi, et on me l'a appris tout petit, mes parents m'ont expliqué tout petit qu'il ne fallait pas que je perde mon temps, qu'il fallait aussi que je progresse dans la vie, qu'il y avait pour moi un avenir possible si le mérite, l'effort était au rendez-vous. Et quelqu'un qui est comme moi, quelqu'un qui a une perspective du temps monochrone, c'est quelqu'un en fait qui va dessiner le temps comme une flèche. Dès le matin, quand il va poser le pied sur le sol, il va déjà en fait pratiquement anticiper tout le fil de sa journée. Et puis il va faire beaucoup plus. Il peut potentiellement anticiper ses vacances 1 an à l'avance. Et puis il sera marié avec quelqu'un qui est lastminute.com. Vous voyez le choc des rationalités. Hein, les logiques d'apprenance sont aussi collectives. Et quelqu'un qui est monochrone, en fait, il va avoir une conception du temps, là aussi très culturelle. Il va découper ça en 3. Le passé, le présent et le futur. Mais ce que je vous propose en fait de cerner, c'est que cette personne, dans le présent, elle vivra toujours dans l'attente du futur. Elle sera assez peu capable d'être fun et carpe diem. C'est-à-dire d'être dans l'instant présent du plaisir. Elle sera toujours en train de se demander si elle est en train d'être au rendez-vous de l'avenir. Et si par exemple elle est commerciale dans votre entreprise, dans nos organisations, le 16 du mois, si elle a réalisé 80% de son chiffre d'affaires, ça va générer chez elle plutôt de l'angoisse. Il y a encore 20% à faire. Or, vous en conviendrez, il reste 14 jours. Quelqu'un qui est monochrone a une assez grande difficulté à vivre dans l'instant présent. En fait, sa vie est rythmée par une rencontre avec un expert qui s'appelle l'avocat, le géomètre, le géologue, le professeur, le directeur d'établissement et ainsi de suite. Toute sa vie est orientée par le diagnostic de face à face d'un expert qui lui apporte une vérité. Et moi, ce que j'observe dans les lieux où j'enseigne, dans les lieux où je conseille des organisations, dans les lieux où je travaille,
c'est que là, il y a une véritable choc de rationalité. Quand je suis dans cet amphithéâtre d'école de commerce dont je vous ai parlé tout à l'heure, ces jeunes sont polychrones, ils ne me regardent pas, et quand par exemple je leur dis le livre « La danse de la vie », celui dont je viens de vous parler, est un formidable ouvrage, évidemment, eux, tout de suite, grâce à l'ordinateur, qu'est-ce qu'ils font? Immédiatement, ils vont regarder sur Amazon à quoi ça ressemble. Immédiatement, ils auront le résumé de l'auteur. En même temps, ils m'écoutent. Il n'y a aucun problème, on est au rendez-vous de la performance ensemble. Et puis, ce qu'ils font souvent, et je trouve ça assez intéressant parce que c'est aussi le produit de l'éducation, c'est qu'ils vont chercher 2 ou 3 résumés de l'ouvrage. Et comme on travaille en plateforme intranet, et que ce que nous partageons les uns et les autres est mémorisé par cette plateforme intranet, quand je rentre chez moi, souvent, j'ai, grâce à eux, 2 ou 3 notes de lecture que je ne connaissais pas de l'ouvrage d'Edward T. Hall. Et surtout, ce qui est remarquable, c'est que dans ce qu'on échange avec eux, j'ai souvent tous les verbatims de nos échanges. Et ça, c'est un point pour moi très important que je vous propose de penser ensemble. Quelqu'un qui a ce type de rapport au temps et à l'apprenance, il cherche à co-construire une vérité d'ordre supérieur avec quelqu'un qui est en face. C'est-à-dire que le professeur est professeur, le manager est manager, s'il m'apprend à apprendre, et en quelque sorte, s'il est un maillon de la chaîne du savoir. Alors vous voyez comment ça renouvelle profondément les catégories traditionnelles et du professeur, et du management, et du rapport au savoir. Il m'arrive assez souvent d'utiliser avec mes jeunes, puisqu'ils sont jeunes, une fausse barbe. C'est-à-dire que je leur dis, le livre d'Edward T. Hall est paru en 78. Et à ce moment-là, leur manière d'appréhender le rapport au savoir est une façon très factuelle. Et je sais qu'ils ont déjà tapé Edward T. Hall, déjà tapé La danse de la vie, déjà tapé le nom de l'éditeur. Et admettons que ça soit 73. En général, ce qui se passe, c'est que vous avez au 7e rang, au 8e rang, au 22e rang, au dernier rang, là où je me mettais quand j'étais étudiant, quelqu'un qui lève le doigt, qui peut dire monsieur maintenant, avec mes cheveux blancs, vraiment c'est plutôt monsieur, mais ça peut être Philippe. C'est pas 78, c'est 73. Et là, je vous laisse imaginer les modalités d'apprentissage et logique d'apprenance à l'œuvre pour quelqu'un qui est professeur dans l'amphithéâtre. Lui, il peut être saisi à un moment donné d'effroi et se dire « Tiens, on veut me coincer ». En fait, pas du tout. Ce que j'apprécie beaucoup chez eux, c'est qu'ils ne veulent pas me coincer. On n'est pas dans une lecture stratégique où l'important c'est de coincer l'autre et en quelque sorte, je vais te mettre à l'épreuve de ton ignorance. Pas du tout. En fait, ce que je vous propose, c'est de prendre au sérieux l'idée que ces personnes veulent co-construire avec moi une vérité d'ordre supérieur. Je suis professeur et professeur un tout petit peu intéressant si je suis un des maillons de la chaîne du savoir. Mais c'est vrai que ça peut, vous en conviendrez, tout à fait me saisir d'effroi dans un premier temps. J'ai d'anciens professeurs qui me disaient, quand on rentrait dans l'amphithéâtre, les jeunes se levaient. Moi, ils ne me regardent pas. Et donc là, vous êtes dans une différence absolument fondamentale du rapport a priori à la communication. Et puis ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'au fur et à mesure de nos séances, la connexion, la communication se fait. Et le truchement de la machine est pour eux un point d'appui pour pouvoir communiquer avec moi. Alors ça, c'est évidemment une traduction concrète dans le monde des organisations et de l'entreprise. C'est comment vous parvenez, nous parvenons ensemble, à nous détacher d'une vision où l'important c'est de coincer l'autre et à co-construire par le truchement des machines quelque chose d'ordre supérieur, transmission d'informations, tour de main et bonne pratique. Alors ça, c'est quelque chose vraiment sur lequel je veux insister ce soir, c'est que moi, mon sentiment, c'est que certains jeunes, pas tous, sont à l'aise dans ce rapport au temps d'un type un peu nouveau, dans lequel le temps n'est pas séquentiel, linéaire et juxtaposé, ça c'est mon monde à moi, mais un temps qui est simultané, où l'expert est là comme dans un maillon de la chaîne du savoir. Le vrai monochrone, la personne vraiment qui a une conception séquentielle et linéaire, moi j'insiste beaucoup là-dessus, je dirais qu'elle est très très dépendante de l'attente. Toute sa vie est rythmée par l'attente. L'attente d'une vérité d'ordre supérieur, l'attente d'un plaisir à venir. Moi je suis vraiment frappé par ces influences culturelles qui sont les nôtres. Edward T. Hall prend un merveilleux exemple. Il dit, regardez, si vous avez vraiment quelqu'un de monochrone qui va chez le médecin, ce qu'il va faire,
C'est qu'il va pousser la porte du médecin, on va l'accueillir avec courtoisie, et la plupart du temps, on va le mettre dans une salle qui, dans nos sociétés, est faite pour ça. C'est la salle d'attente. Et donc, dans nos sociétés, on attend pour voir l'expert. C'est toute la trame de nos vies. On attend pour voir l'expert. Et en fait, si vous êtes comme moi, en général, je rentre dans la salle d'attente, et puis immanquablement, sans même vraiment m'en rendre compte, je suis en train de regarder en fait la physionomie, l'apparence physique des patients. Le mot est choisi, les patients. Et je regarde en fait l'apparence physique des patients, et je suis déjà en train de calculer le temps que je vais attendre. C'est-à-dire que mon existence, toute mon existence, ça c'est le produit de la culture, et dans cela c'est tout à fait intéressant de le décoder ensemble, de le décrypter. Toute mon existence est marquée, fondée par une attente. L'attente d'un jour meilleur, l'attente d'un progrès social, l'attente d'une parole de quelqu'un qui viendra à moi et qui va me sortir de mon ignorance ou me livrer un diagnostic. Or, si nous observons, et vous connaissez autour de vous des médecins, des infirmières, des gouvernantes, des aides sociales, des personnes qui vivent dans ces métiers, des aides-soignantes, en général, ce que disent souvent ces personnes, c'est que de plus en plus, vous avez des personnes, quand elles viennent voir le médecin, elles ont déjà été voir sur Internet ce dont elles souffraient. Elles ont cherché à co-construire une vérité d'ordre supérieur en communauté. Eh bien ça, c'est des logiques d'apprenance qui vont dépasser l'entreprise, mais qui vont rentrer et qui rentrent de plus en plus dans l'entreprise. Et qui renouvellent complètement, de mon point de vue, la posture du manager, les logiques d'apprenance, les formes d'autorité, tout simplement le rapport que nous avons au temps et à l'espace. Là-dessus, je vous invite vraiment à une lecture formidable, c'est le livre de Michel Serres, Petite Poussette, qui s'attache à voir comment les tout jeunes, quand vous leur tendez un iPad, quand vous leur tendez un écran, avec leur pouce passent d'un écran à un autre, d'un problème à un autre. Moi, ce que j'ai retenu notamment, c'est que c'est une génération qui effleure. Elle va effleurer, elle va faire passer une perspective à une autre. Et moi, je viens d'un monde qui n'est pas du tout celui-là. Moi, si vous m'observez sur Internet, par exemple, je vais allumer mon ordinateur. Alors ça, en soi, c'est déjà étonnant pour ces jeunes. Ils ne les éteignent pas. Ils sont dans un temps qui est quasiment immédiat. C'est plus encore que simultané. C'est presque un flux continu du temps, dans un rapport immédiat et connecté. C'est-à-dire que dans leur logique d'apprenance, on est par nature dans un temps, il me semble en tout cas, c'est mon ressenti, plus immédiat, plus instantané. Le temps de l'expérience est plus instantané, mais surtout on est connecté. Et donc moi, quand je navigue sur Internet, souvent, je vais voir apparaître mon écran et puis je vais mettre la totalité de ce que je travaille, par exemple Word. Et donc je vais écrire un début de chapitre et avec beaucoup d'attention, je vais travailler. Puis ensuite, si tout d'un coup me vient à l'esprit le fait de passer et d'envoyer un mail, sans que personne m'ait jamais appris à naviguer, ce que je vais faire, c'est que je vais passer le premier écran et que je vais le cacher par le deuxième écran. C'est-à-dire que le deuxième écran va cacher la totalité de mon premier écran. Et puis s'il me vient à l'esprit de passer sur PowerPoint, à ce moment-là, je vais cacher ce deuxième écran par la totalité de mon PowerPoint. Sans que personne m'ait appris à naviguer sur Internet, je ressuscite en quelque sorte un rapport au temps séquentiel, linéaire et juxtaposé. Eh bien, ce que j'observe, ce que nous observons, ce que vous observez au quotidien, avec des plus jeunes ou, attention à ne pas être Y-ologue, ou des personnes qui ont l'expérience de la navigation sur Internet et qui ont, comme moi, les tempes grisonnantes, eh bien, ce que vous observez, c'est des écrans dans l'écran. C'est un caractère simultané, immédiat et souvent connecté du rapport à l'écran. Eh bien, il n'y a aucune raison pour que ces jeunes qui naviguent sur Internet ne naviguent pas comme ça un tout petit peu dans la vie aussi. Et quand ils vont rentrer dans nos organisations, ils y sont et nous les accueillerons avec plaisir, ils vont avoir, à mon avis, quelque chose d'un peu nouveau. Alors, ça vraiment, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à partager avec vous cette ligne d'opposition entre une conception monochronique et une conception polychronique. Chez le monochrone, la figure forte, c'est l'expert. Chez le polychrone, la figure forte, c'est le réseau. Chez le monochrone, l'importance, c'est la hiérarchie, le rang, le statut. Chez le polychrone, c'est créer du lien pour pouvoir travailler ensemble. Et souvent, ce que j'observe, c'est qu'on passe dans nos entreprises de la pyramide au réseau, ou en tout cas, on aimerait bien. On aimerait bien remettre en cause un certain nombre de dimensions liées à l'autorité,
hiérarchique et pyramidale, et on aimerait bien aller vers davantage de coopération et de réseau. Et c'est tout l'enjeu d'une entreprise apprenante. Et puis il y a deux ou trois autres dimensions que j'ai envie de partager avec vous. Je m'intéresse, moi, à ces jeunes au travail depuis la fois où, en entretien de recrutement, je vous jure que c'est vrai, j'ai un jeune que j'avais vu sur un forum de recrutement et qui était intéressé par mon entreprise. L'entreprise s'appelle L'Oréal et j'ai passé 12 ans de ma vie comme DRH en son sein et j'avais vu ce jeune sur un forum. Et puis, il m'avait plu, je m'étais dit, tiens, il va réussir dans nos équipes de marketing. Je donne la consigne de le recevoir et au bout de 10 minutes, cette personne m'a posé deux questions qui m'amènent aujourd'hui à vous en parler et qui renouvellent pour moi les catégories de l'apprenance. La première question, c'est « Monsieur, est-ce que je dois être là tous les jours ?» qui est pour moi la plus belle illustration du livre d'Edward T. Hall, c'est-à-dire que tout d'un coup, vous avez quelqu'un de polychrone qui fait face à moi, qui avait parfois du mal à me lever le lundi, le mardi matin, mais pas une seconde de sa vie, il a pensé qu'il ne pouvait pas aller au travail. Or, j'avais en face de moi quelqu'un qui travaillait de toute évidence, gros coup de collier et journée off. Et je me disais intérieurement, mais il a drôlement raison. C'est-à-dire que sa vision du travail est une vision projet. Sa vision du travail, c'est si j'ai terminé ce que vous me demandez de faire, je ne vais pas m'arrêter comme ça, il y a plein d'autres choses qui font ma vie. J'ai plusieurs vies à vivre en même temps. Et il y a beaucoup de passions qui sont les miennes, mais si vous me demandez, moi, de travailler et que le travail est fait sur le projet, je m'arrête. Alors ça m'avait beaucoup marqué. Et ça m'avait amené à reconfigurer en quelque sorte ma perspective, ma perception du rapport au modèle d'organisation. Et ce soir, je vais vous en parler aussi. Et puis il m'a posé une deuxième question qui a failli me faire tomber de ma chaise. Il m'a dit la chose suivante, en me regardant bien droit dans les yeux et en prenant du plaisir de toute évidence dans l'interaction. Ce qu'il faut que je vous dise, c'est que je l'ai recruté. Je l'ai recruté et il est, à ma connaissance, toujours dans l'entreprise. Et je crois qu'il y réussit très bien. Et ce garçon, il m'a posé une deuxième question. Monsieur, est-ce qu'on s'amuse dans votre entreprise? Et là, honnêtement, ça a renvoyé pour moi à l'effort, au tripalium, au sens de la discipline. Et je me suis dit, mais finalement, est-ce que je m'amuse en entreprise? Est-ce que j'y vais d'un bon pied? Et est-ce que le sens que je donne aux choses est celui que je devrais donner? Et ça, c'est formidable. C'est quand vous êtes amené à vous casser les os de la tête, à revenir sur vos certitudes et à faire face à quelqu'un qui ne vous ressemble pas. Eh bien, l'entreprise apprenante, c'est cette opportunité-là. C'est ouvrir sa porte et plus encore intégrer des personnes qui vous amènent à vous casser les os de la tête. Je reprends la phrase du philosophe Wittgenstein, se casser les os de la tête, c'est-à-dire revenir sur ses certitudes, revenir même sur ma conception de l'autorité. Et monsieur, est-ce qu'on s'amuse dans votre entreprise? Eh bien, je dois dire que je lui ai répondu avec grande sincérité. Je lui ai dit, vous savez, la plus grande salle de réunion chez nous s'appelle la salle de confrontation. Et ça encore, sur le plan culturel, c'est tout à fait intéressant. C'est-à-dire qu'on était dans une perspective de confrontation où on poussait ses idées, on poussait les produits, on poussait... Et on était dans cette logique dialectique positive, dans mon esprit. Mais la salle de confrontation, c'est aussi une salle où on peut courir le risque de l'individualité. Et donc ça aussi, ça m'avait beaucoup marqué. Et donc ça, c'est vraiment un point sur lequel je veux insister ce soir. Ce sont de nouvelles formes, de nouvelles modalités de rapport au travail, peut-être même des nouvelles manières de naviguer dans la vie. Alors j'ai appris un terme que je veux partager avec vous, que je trouve intéressant, c'est la sérendipité. La sérendipité. La première idée, ce sont des jeunes qui sont sereins dans la rapidité. À mesure que le monde s'accélère, ils ont une posture qui les amène en fait à ne pas se recroqueviller. Quand ils font face à l'inconnu, quand ils font face à l'incongru, quand ils font face à l'ambivalent, comme un enfant qui est avec nous dans la rue et vous savez, il veut aller vers quelqu'un en fait et on le retient de la main. Nous, on se recroqueville, on se retient, et l'enfant, lui, spontanément, il a envie d'aller vers quelqu'un qui ne nous ressemble pas. Eh bien ça, c'est pas faire preuve de sérendipité. La sérendipité, je trouve intéressant de le partager ce soir avec vous, c'est quelqu'un qui, face à l'inconnu, ouvre les bras. C'est-à-dire qu'il a une posture d'accueil favorable à l'inconnu, à l'incongru, à l'ambivalent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait, puisqu'il a ouvert les bras, puisque sa posture a été changée,
il découvre des choses par hasard qui lui sont utiles. C'est sa posture, c'est la manière dont il s'est cassé les os de la tête, c'est la manière dont il fait face à des choses nouvelles. Il ouvre les bras et à ce moment-là, il voit arriver à lui des choses qui lui sont utiles, mais qu'il n'a pas anticipées. Eh bien, moi, j'ai vraiment pas toujours l'impression de faire preuve de sérendipité. Si je me regarde par exemple sur Internet, en général, ce que je fais, c'est que pour chercher une notion, pour comprendre le sens d'un nouveau mot ou d'un auteur que je découvre, en général, ce que je fais, c'est que je vais sur un moteur de recherche et puis je tape le mot. Et puis là encore, personne ne m'a appris à naviguer, mais en général, je prends le premier site qui vient. Et puis, j'ouvre le site, je rentre dedans, et là encore, personne ne me met une pression quelconque. J'essaye d'aller vite dans ma recherche, et j'essaye de voir tout de suite si ce que j'imagine de la notion, du sens de la notion, est au rendez-vous sur le site. Si ça ne l'est pas, je laisse de côté ou je le ferme. Puis ensuite, qu'est-ce que je fais? Je prends le deuxième site, le troisième, le quatrième, le cinquième. Et vous voyez comment là, je suis à nouveau monochrone. C'est-à-dire que sans même que personne m'y invite, je suis dans un rapport au temps séquentiel et linéaire. Eh bien, ce que j'observe chez d'autres personnes que moi, c'est qu'elles tapent un mot, elles vont parfois ouvrir plusieurs moteurs de recherche en même temps, et elles vont prendre le premier site qui leur crée du plaisir, qui leur fait une émotion, qui est en quelque sorte pour elles et pour eux l'opportunité d'une rencontre avec. Elles rentrent dedans, et alors là, elles font quelque chose qui souvent pour moi est horripilant. Elles vont sur le site, et plutôt que d'aller directement à ce que l'on cherche, elles vont regarder ce qui est intéressant. Et puis elles vont faire du cabotage de site en site. Et surtout, elles vont trouver des choses très intéressantes pour elles, et parce qu'elles se sont ouvertes en quelque sorte à l'inconnu, parce qu'elles ont accepté l'idée de prendre du plaisir dans la navigation, elles vont découvrir vraiment des choses intéressantes que moi, en quelque sorte, je n'aurais pas vues. Ça, c'est quelqu'un qui fait preuve de sérendipité. C'est quelqu'un qui ouvre les bras à l'inconnu. Si on le regarde, on a l'impression qu'il perd du temps, et en fait, il crée du lien. Il fait des connexions. Et ça, c'est une des qualités, moi je trouve, de beaucoup de jeunes ou de moins jeunes qui savent utiliser avec intelligence les nouveaux outils de communication. En fait, ce que j'y vois, moi, c'est que dans le moment présent, ils s'autorisent à prendre du plaisir. C'est-à-dire que quand il s'agit d'être dans l'action, le plaisir est possible. Monsieur, est-ce qu'on s'amuse dans votre entreprise? Oui, pour eux, dans l'entreprise, dans l'action, il y a une possibilité de plaisir. Moi, si je fais un point sur mon existence pendant très longtemps, le plaisir, c'était pas pour tout de suite, c'était plus tard. Le dessert, ça allait être à la fin de mon existence, au moment de la retraite. Eh bien, vous avez de plus en plus de jeunes qui veulent manger le dessert en premier. C'est-à-dire qu'ils veulent, et on les comprend parfaitement, dans une société dure, de crise, de flexibilité des contrats, de précarité des emplois, on comprend qu'ils aient envie d'apprendre tout de suite et surtout de manger tout de suite des choses qui sont bonnes. Et un jour, un patron m'avait dit, vous savez à quoi je reconnais les jeunes? Ils veulent manger le dessert en premier. J'ai toujours conservé cette expression, je la trouve intéressante. Et puis une autre personne m'avait dit, et ça aussi je veux le partager ce soir avec vous, vous savez à quoi on reconnaît aujourd'hui certains jeunes, pas tous, ceux qui peuvent choisir en quelque sorte leurs employeurs, ils sont de moins en moins nombreux, ils votent avec leurs pieds. Et j'avais trouvé la formule intéressante. Et ça va nous amener ce soir à partager ensemble autour des logiques d'organisation nouvelles, autour de ce qui émerge en entreprise, autour de nouveaux ressorts de motivation. Voter avec ses pieds, c'est l'idée que si je n'ai pas de plaisir, si d'une certaine manière je n'apprends pas, ou si je n'apprends pas à apprendre, ça je crois que c'est fondamental, je quitte et je ne dis pas forcément pourquoi je pars. Et ça, les responsables de service, les managers, les chefs d'entreprise, les responsables syndicaux sont en face de cette situation où de toute façon la carrière ne sera plus au sein d'un seul et même employeur, elle sera, quoi qu'il arrive, chez plusieurs employeurs. Et je vois encore beaucoup de dirigeants d'entreprise qui ont du mal à accepter l'idée qu'on puisse partir et revenir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a fait son travail chez moi et qu'on souhaite partir ailleurs et qu'on part en bons termes, il n'y a aucune raison qui ferait qu'on ne reviendrait pas. Eh bien, ce que j'observe, c'est qu'il y a une conception de l'organisation que tout à l'heure je pointerai autour du modèle de la loyauté,
qui consiste à penser qu'en fait l'entreprise est une famille, mais dans un sens étroit. C'est-à-dire que si tu pars et que tu souhaites revenir, tu ne reviendras pas. Et ça, je crois que c'est une profonde erreur, et que c'est pour nous, en fait, vraiment repenser en quelque sorte le marché du travail, repenser les motivations. Et dans quelques minutes, je vous proposerai en fait de passer du modèle de la loyauté au modèle de l'employabilité. C'est-à-dire qu'à tort ou à raison, avec la pression aussi que ça suppose, je deviens mon propre entrepreneur de carrière, mon propre entrepreneur en quelque sorte pour faire face aux difficultés. Et ça, c'est un changement radical. On pourrait dire qu'on passe de la pyramide au réseau. Et on voit comment ça fait sens par rapport aux méthodes pédagogiques. Troisième point qui me semble important dans l'évolution du paysage de nos organisations. Tout à l'heure, j'évoquais la notion de paroi de verre. Souvent, on mobilise aussi, vous le savez bien, celle du plafond de verre. Le plafond de verre, c'est quelqu'un qui, dans l'organisation, ne se donne pas le droit de progresser, à tort, hein, bien sûr, parce qu'il est ou elle est victime d'autocensure. On lui propose un poste plus élevé, et il y a une petite musique en elle qui résonne et qui renvoie à ce qu'on lui a dit parfois tout petit ou toute petite à cette personne. C'est une petite fille à qui on dirait, par exemple, les filles, c'est sentimental. Va plutôt en littérature, ma fille, c'est mieux pour une jeune fille. En sciences dures, tu rencontreras des garçons et c'est plus difficile. Et puis des années plus tard, cette personne, en fait, on lui propose un poste, par exemple, de responsable qualité. Et à tort ou à raison, pour elle, ça résonne dans cette opposition, cette bipartition entre sciences molles et sciences dures. Et elle attribue à ce poste un monde qui n'est pas le sien. Et donc moi, je vous propose cette idée. Le plafond de verre, c'est d'abord un mécanisme d'autocensure. Ça renvoie à loin, ça renvoie à notre histoire, à ce que nous nous racontons déjà tout petit et ce que les autres nous ont raconté tout petit sur nous. Et c'est pour un dirigeant d'entreprise une formidable opportunité d'avoir accès au vécu. Vous pouvez aider cette personne, a priori, si vous créez avec elle un espace de dialogue et que vous avez accès au vécu, c'est-à-dire à l'idée qu'elle se fait de sa jeunesse, de son éducation. Et puis le plafond de verre, moi je vous propose aussi cette idée. Le plafond de verre, c'est une deuxième dimension dans nos organisations. La personne aimerait bien prendre un poste plus élevé. Elle aimerait bien, en fait, tenter l'expérience. Mais il n'y a personne qui lui ressemble au-dessus. Il y a déficit de modèle d'identification. Il y a non seulement une faible estime d'elle-même, autocensure, mais en plus, il n'y a personne qui lui ressemble et il n'y a personne avec qui elle peut se mettre en mots. Et ça, vraiment, j'insiste pour pointer cela ensemble. Une entreprise apprenante, c'est une entreprise qui crée des espaces de dialogue où les personnes à côté de nous peuvent se mettre en mots. Je suis convaincu de ça. Se mettre en mots, créer des espaces de dialogue. Ça peut être du coaching, ça peut être de l'accompagnement, ça peut aller au-delà de la relation hiérarchique, bien évidemment. Mais c'est donner la possibilité à quelqu'un, quand il rentre dans une nouvelle culture, quand il rentre dans une nouvelle organisation, en quelque sorte de raconter sa trajectoire de vie. Or, c'est très rare de réussir seul face aux autres. En général, on réussit quand on peut trouver quelqu'un qui nous ressemble et avec qui on va pouvoir jouer en fait l'effet miroir, le décodage, le décryptage de ce qu'on est. Et surtout le décryptage et le décodage de ce que les autres attendent. Et donc pour moi, ça c'est une notion vraiment que j'ai envie de partager avec vous ce soir. Le plafond de verre, ça renvoie à l'autocensure, ça renvoie au déficit de modèle d'identification, et ça renvoie dans nos organisations trop souvent à l'absence de lieu où on peut se mettre en mots, où on peut se raconter. Moi je suis convaincu que ça c'est un immense chantier pour nous tous. Alors évidemment, le troisième point que je voulais souligner, c'est l'enjeu autour du plafond de verre, mais pas seulement, c'est la progression fort légitime des femmes et leurs attentes sur le marché du travail. C'est donner sa chance à tous, et notamment aux femmes, d'accéder à des comités de direction. Je regardais les chiffres, ils sont assez quand même inquiétants. Si vous regardez le pourcentage de femmes qui sont dans des comités de direction des 5000 premières entreprises françaises, on est, à ma connaissance, autour de 10%. 10% de femmes qui sont au sein de comités de direction des 5000 premières entreprises françaises. On est très 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 loin de la parité. Hein, et donc ça, c'est un enjeu d'apprenance, d'apprentissage, de coopération absolument essentiel. Quatrième point, on apprend des autres si on a le temps d'apprendre. Et là, j'ai partagé avec vous une dimension qui est, à mon avis, très importante et souvent tue.
À mesure que la société française se recompose, que les structures familiales se recomposent, que des femmes seules élèvent des enfants tout en travaillant, que des hommes seuls élèvent des enfants tout en travaillant, en fait, dans nos organisations, partout où je l'observe, c'est comme si on avait de moins en moins de temps pour faire les choses, pour faire son travail, moins en moins de temps, les horaires se raccourcissaient, et qu'en plus, on avait de plus en plus de gens à qui on devait expliquer son travail, à qui on devait rendre compte. C'est comme si l'organisation nous amenait à contracter notre espace temporel et à dilater notre espace social. Dans les hôpitaux, dans les ateliers de fabrication, dans les centres de recherche, à l'université, partout. Ce que j'observe, ce sont des gens qui ont de moins en moins de temps pour agir, mais qui ont de plus en plus d'interlocuteurs à qui ils doivent raconter ce qu'ils font. Et ça, pour moi, ça touche notamment à ce que nous appelons les discriminations systémiques. C'est-à-dire, c'est votre propre processus de travail. C'est la manière dont vous vous organisez en tant que manager ou en tant que dirigeant qui met de côté quelqu'un sans même qu'on s'en aperçoive. Cette personne a la charge d'enfant. Elle doit aller chercher ses enfants. Elle ne peut pas être avec vous. À 18h30, elle n'est plus là. Cette personne, elle a, à mesure que la société française vieillit, un parent malade, un parent souffrant. Et évidemment, pour elle, il est essentiel de donner sens à son existence en soutenant ce parent souffrant. Nous sommes qu'au début de la prise en compte dans de nos organisations de ce phénomène que je vous propose d'appeler de discrimination systémique. C'est notre propre processus de travail qui met de côté des personnes sans même qu'on s'en rende compte. Ça touche par exemple à quelqu'un qui organiserait une réunion à 18h30, sans même se dire que ça peut avoir une conséquence concrète sur l'organisation en fait du temps des autres. Alors ce que j'observe moi, c'est que sur cette question, la jeune génération a un rapport, il me semble en tout cas dans nos enquêtes, différent. Et elle fait coupure. Il n'est pas rare en fait qu'un jeune vous dise « écoutez, moi je ne serai pas là parce que je vais m'investir en sport, je vais m'investir dans l'associatif ou tout simplement je veux vivre autre chose ». Et chez beaucoup de ces jeunes, je suis assez, moi, admiratif de ce principe de coupure. Alors, dans le bon sens, ça peut être aussi perçu comme du désinvestissement, comme quelque chose qui fait que ça ne les motive pas. En fait, pour moi, ça questionne la centralité de la valeur travail. Fondamentalement, ça questionne dans nos sociétés la centralité de la valeur travail. Or, moi, je suis convaincu que dans mon parcours de vie, dans mon éducation, je mettais toujours le travail au centre de mon existence. Et si je perds mon travail, je suis dans une société où je perds tout. J'ai peu de chance, en fait, de rebondir. J'ai peu de chance, tout simplement, de défendre et d'assumer l'identité qui serait la mienne en tant que demandeur d'emploi. Vous voyez, en fait, les racines culturelles, là, que je pointe aussi, qui sont fondamentales pour créer des logiques d'apprenance. Et donc, c'est toutes ces questions, moi, que je veux pointer ensemble ce soir. Et donc, quelqu'un qui aurait charge d'enfant, qui aurait charge d'un parent malade, il peut se retrouver, en fait, sanctionné par un processus de travail dans lequel on concentre. On ne cesse de concentrer le temps disponible. Ça, c'est un point qui m'apparaît extrêmement important. Et je le raccroche aussi, pour moi, au processus de normalisation, de labellisation, de standardisation, dans lequel, en fait, souvent, ces processus, quand ils sont mal compris, on passe son temps à rendre compte sans agir. Alors, vous le savez, on avait eu l'occasion de se rencontrer une première fois. Moi, je suis très critique sur les notions de diversité. En organisation, souvent, le mot de diversité, c'est un affichage pour rendre compte. Mais ce n'est pas forcément une invitation pour agir et lutter contre les discriminations. Et ça, pour moi, c'est un point important. Une entreprise apprenante, ce n'est pas une entreprise qui rend compte et qui affiche. C'est une entreprise qui, en recrutement, en intégration, en formation, en gestion de carrière, agit vraiment pour faire rentrer en son sein des gens qui ne ressemblent pas à ce qu'on est. C'est un appel, en quelque sorte pour moi, à des profils qu'on va qualifier peut-être de manière rapide, atypiques. C'est ce que je vous propose d'appeler un talent. Un talent, c'est quelqu'un pour moi qui est excellent et différent. Un haut potentiel, c'est quelqu'un qui me ressemble. Un haut potentiel, c'est quelqu'un qui me ressemble. Un talent, c'est quelqu'un qui m'oblige à me casser les os de la tête. C'est quelqu'un qui est un peu insupportable, qui m'amène aussi à me questionner moi-même sur mon incompétence consciente. Si vous avez en tant que chef d'entreprise, en tant que manager, en tant que parent, à côté de vous,
quelqu'un qui est talentueux, c'est quelqu'un qui, par sa présence, nous interroge sans cesse nous-mêmes sur notre incompétence consciente. Il va plus vite que moi et il fait mieux. Il est excellent et il est différent. J'emprunte ces catégories à un homme que j'aime bien, qui est professeur à l'ESSEC, qui s'appelle Maurice Thévenet, qui a beaucoup travaillé sur la notion de talent. Et il dit un talent, dans une formule assez ramassée que je trouve tout à fait stimulante intellectuellement, c'est quelqu'un qui est excellent et qui est différent. Je renvoie ça pour moi à un enfant précoce dans une cour de récréation. Un enfant précoce dans une cour de récréation, il aura à mon avis beaucoup de mal à jouer avec les autres. Un talent, c'est quelqu'un qui, dans vos organisations, éveille la rivalité. Et vous comprenez où je veux en venir. Si vraiment vous avez un ou deux talents dans vos équipes, notre devoir, c'est de les protéger. Notre devoir, c'est même de les traiter différemment. Parce qu'un talent, il est toujours dans votre organisation et ailleurs. Ce qui caractérise un talent, c'est qu'il est dedans-dehors. Le haut potentiel n'est que dedans. La crainte du haut potentiel, c'est d'être regardé par vous. Un haut potentiel, c'est quelqu'un qui veut être dans votre radar. Il rentre dans votre bureau, il vous propose de s'asseoir, il s'assoit. Il attend que vous lui posiez une question. Vous lui posez une question, il vous répond. Il est toujours assis. Son temps à lui et mon temps à moi. Le haut potentiel, son temps à lui et mon temps à moi. Un talent, c'est quand vous êtes dans votre bureau. La lumière est allumée, vous êtes à certaines heures de la semaine disponible, et il le sait psychologiquement. Il vient vous rattraper sur le parking. Il est là étonnamment dans un lieu de pouvoir où vous ne soupçonnez pas qu'il soit présent. Il vous pose une question, vous lui répondez. Il lui arrive de partir. Son moteur à lui n'est pas mon moteur à moi. Il a son propre moteur. Mais ça, c'est des logiques d'apprenance absolument essentielles. Dans quelle mesure je protège un talent et je donne en quelque sorte le droit d'exister dans mon organisation. Et ça, vous l'avez compris pour moi, ce sont aussi des logiques d'innovation. Un talent, c'est quelqu'un qui veille, c'est quelqu'un qui regarde ailleurs, qui connaît le benchmark, qui sait ce qui se passe à la concurrence, qui a un regard sur les meilleurs ailleurs. Et si on lui crée l'espace pour se mettre en mots, à ce moment-là, il va dialoguer avec nous. Et donc, vous le comprenez, hein, moi je pense que nos organisations sont souvent victimes de hauts potentiels qui me ressemblent. D'ailleurs, regardez, dans les comités de direction, ils ressemblent au patron, même physiquement. L'exis corporel est la même. La manière de s'adresser à l'autre est la même. Le vêtement est la même. On est dans une logique du mimétisme. Le comité de direction tout entier est composé en quelque sorte d'un être qu'on pourrait appeler unicellulaire. Et il suffit juste de penser au système de pouvoir bien souvent. Alors ça, c'est une approche que je fustige et que j'appelle monoculturelle. Une approche monoculturelle, c'est celle qui tend vers le mimétisme. C'est celle qui tend vers un monde où tout le monde se ressemble, à condition de transformer l'autre en ce qu'on est. Le verbe fort, c'est assimiler. Je te transforme en chose et la chose, c'est moi. Alors ça, c'est de mon point de vue absolument pas une logique d'apprenance. Une logique d'apprenance, ça serait au minimum une logique multiculturelle. J'accepte à côté de moi quelqu'un qui ne me ressemble pas. Je ne veux pas forcément le transformer. J'accepte qu'il produise du résultat comme il le veut. Ça, c'est déjà à minima une logique que je vous propose d'appeler multiculturelle. C'est déjà à minima une logique de coopération. Cette logique de coopération, elle est évidemment à l'œuvre dans tout phénomène de rapprochement d'entreprise. Est-ce que j'assimile l'entreprise que j'absorbe ou est-ce que j'accepte l'idée qu'elle peut m'apporter aussi des choses dans ces processus? Et donc, évidemment, dans le contexte de l'entreprise apprenante, je ne peux pas ne pas indiquer ces phénomènes de rapprochement dans lesquels fusion, acquisition, alliance, le rapport même à l'autre est un rapport conscient de coopération ou d'assimilation. Et puis, un autre point aussi qui, pour moi, renouvelle les catégories de l'apprentissage et de l'apprenance, ce sont tous les phénomènes d'externalisation ou de délocalisation et tous les phénomènes de manière large, en fait, de progression de l'international au sens où, de plus en plus dans nos organisations, un des enjeux, c'est comment je crée de la confiance avec quelqu'un que je ne vois plus ou pas. Comment, en tant que chef de service, j'arrive encore à gérer mon activité alors même qu'il y a de moins en moins de coprésence physique, alors même qu'on croise de moins en moins notre regard. Et donc ça aussi, moi j'avais envie ce soir de le pointer avec vous, je dirais que parmi les enjeux de l'entreprise apprenante, et c'est un formidable enjeu, hein,
il y a la question de la communication à distance et de la création de confiance avec quelqu'un qu'on voit peu ou pas. Un enfant qui naît aujourd'hui est un enfant qui, en général, évolue, en tout cas dans nos pays dits riches, dans une société de l'écran. C'est-à-dire que tout petit, il est habitué à avoir une coprésence physique à l'écran. Est-ce que vous savez combien un jeune Américain diplômé en premier cycle universitaire passe de temps en coprésence physique à l'écran? J'appelle coprésence physique à l'écran une attention de sa part assez vigilante à des éléments d'information qui surgissent d'un écran qui peut être un téléphone, d'un écran qui est évidemment, quand il est en cours, un ordinateur, ou un écran de télévision. Sur 31 jours, combien ce jeune passe de temps en coprésence physique à l'écran? À votre avis, sur 31 jours? J'entends 29, mais il faut qu'il dorme un peu quand même. 21 jours. C'est-à-dire qu'il y a des enquêtes qui sont menées, qui analysent comme ça les comportements au travail et hors du travail, bien évidemment. Et ce jeune passe 21 jours en coprésence physique à l'écran. Alors moi, je n'ai pas les compétences en neurobiologie, par exemple, pour analyser ce que ça signifie derrière, en mode d'organisation du cerveau et en manière de vivre dans la société. Mais c'est évidemment quelque chose qui n'est pas neutre. Et un des formidables enjeux de nos organisations, c'est à mesure que notre PME s'internationalise, tout d'un coup, j'ai 2 sites. Comment je crée de la confiance avec quelqu'un que je vois peu ou pas? Et ça, c'est tout l'enjeu de la communauté de pratique. Alors, de mon point de vue, ça a comme conséquence de transformer nos organisations. Je dirais d'un mot, on est souvent sur des équipes homogènes, c'est-à-dire cooptées, qui se ressemblent, s'assemblent, à des équipes qui devraient, parce que c'est un idéal, ce n'est pas forcément ce qui arrive, à des équipes qui devraient être intergénérationnelles, c'est-à-dire tirer profit des tours de main, des bonnes pratiques, des savoirs d'expérience de ceux qui sont là depuis longtemps et puis qui se tournent vers des jeunes qui leur apprennent des choses intéressantes. Mixte, multicommunautaire, je ne l'aborderai pas ce soir. Mais souvent, on ne travaille pas avec quelqu'un, non pas parce qu'on ne sait pas, mais parce qu'intimement, on ne veut pas. C'est-à-dire que ce que tu me demandes de faire touche à mon système de valeurs et viscéralement, ça fait écho à des tabous, des interdits, un certain nombre de choses que je ne veux pas faire. Mais je ne te le dis pas. Ça, c'est une modalité tout à fait intéressante du complexe de l'imposteur. Le complexe de l'imposteur, c'est quelqu'un que vous avez à côté de vous. Il est un peu perdu, mais il essaye de vous montrer qu'il ne l'est pas perdu. Vous l'avez nommé à un poste important, et puis intérieurement, il se dit « je sais que je ne sais pas ». C'est-à-dire que la marche entre ce qu'il sait faire au moment où vous l'avez nommé et ce que vous lui demandez de faire est énorme. Et quand il revient chez lui, il n'en parle pas à son épouse, et quand il est en famille, il n'en parle pas à sa famille, et quand il est avec des anciens d'école, il n'en parle pas non plus. Il n'en parle pas parce que, et ça c'est un point important pour moi de pointer ce soir, je pense qu'en France, on est un peu dans une logique de l'honneur. Et peut-être même en fait dans une sorte d'obligation de ne pas déchoir. Nos logiques d'organisation souvent nous amènent en fait à ne pas aller à la rencontre de quelqu'un qui saurait, parce qu'en fait on a peur de perdre la face. C'est assez dur en France de dire qu'on ne sait pas. Et ça j'emprunte évidemment ces catégories à un homme que j'aime beaucoup, qui est sociologue, et qui s'appelle Philippe Diribarne. Ça c'est un autre bel ouvrage, je vous invite vraiment, si vous ne l'avez pas encore lu, à lire l'été prochain, quand vous aurez du temps. Philippe Diribarne, La logique de l'honneur. C'est une formidable compréhension de ce qui fait en quelque sorte notre pays et les racines culturelles de nos modes de fonctionnement. Et Philippe Diribarne dit en fait le plus grand péril pour un Français, c'est de déchoir. Le plus grand péril pour un Américain, c'est de ne pas signer de contrat. Évidemment, c'est un peu ramassé comme explication, mais je crois que c'est assez intéressant. C'est-à-dire que, pour moi, ce qui m'éveille le plus de peur, ça serait en quelque sorte de perdre la face en allant vers quelqu'un qui serait supposé m'apprendre. Et vous voyez là, évidemment, hein, les mécanismes d'autocensure à l'œuvre. Eh bien, si je suis sincère, je dirais que quand j'ai été nommé assez tôt, assez jeune RH, première fois où j'ai licencié quelqu'un, c'était une expérience les plus dures de ma vie. Moi, j'avais fait de la sociologie, j'avais pas fait de droit du travail beaucoup. Et en plus, j'avais jamais vécu des situations aussi fortes sur le plan émotionnel. Eh bien, la culture d'entreprise dans laquelle j'étais est en général assez partagée à l'échelle française. Je n'ai pas été vers mes pairs. Je n'ai pas été en fait me tourner vers mes pairs parce que je n'avais pas envie de déchoir, c'est-à-dire en fait de perdre la face.
J'étais victime du complexe de l'imposteur. Le complexe de l'imposteur, c'est quelqu'un qui sait qu'il ne sait pas, mais qui en parle à personne. Il sait qu'il ne sait pas et qu'il n'en parle à personne. Il est suffisamment lucide pour pointer chez lui une sous-performance, mais suffisamment contraint par l'organisation pour ne pas se mettre en mots. Je pense que c'est une des grandes pathologies de nos organisations. On ne sait pas, à mon avis, suffisamment en France, accepter l'idée que nous ne savons pas à ce moment-là, sur le plan technique, sur le plan relationnel, sur le plan managérial, opérer. Alors ça, c'est une des modalités du complexe de l'imposteur. Je sais que je ne sais pas. Et ce que j'observe, et je trouve que c'est absolument passionnant, c'est que vous avez aussi des raisons de ne pas agir qui touchent au système profond de valeurs. Et ça, c'est une modalité où je sais que je ne veux pas. J'ai des croyances religieuses, j'ai des croyances philosophiques, j'ai un certain nombre de choses en moi qui font que je ne ferai pas, mais je ne te le dis pas. C'est à toi de découvrir, en quelque sorte. Et ça renvoie pour moi aux travaux d'un de mes maîtres, qui a dirigé ma thèse, qui s'appelait Renaud Saint-Saulieu, professeur à Sciences Po, qui avait écrit un livre qui s'appelle L'identité au travail, qui est un livre magnifique. Et dans ce livre, vous aviez l'idée que l'entreprise était un creuset de société. C'est-à-dire que l'entreprise était un des derniers lieux où on pouvait soutenir un tout petit peu l'idée que nous faisions de ce que nous étions. À mesure de l'écroulement des grands systèmes de sens, l'armée, l'école, l'Église, dans leur capacité à assumer, transmettre un message, l'entreprise devient en quelque sorte, et je crois que c'est assez vrai aujourd'hui, un des derniers lieux où on peut témoigner d'une forme d'authenticité. Et donc ça, c'est pour nous dirigeants, pour nous syndicalistes, pour nous professeurs, élèves, c'est l'idée que l'entreprise va certainement de plus en plus être un lieu où des gens ne vont pas faire parce que ça va toucher profondément leur système de valeurs. Tout en demandant de conquérir des droits sur le plan culturel pour revendiquer dans l'espace public. Alors ça, c'est une modalité nouvelle, et je pense qu'on ne peut pas traiter de l'entreprise apprenante sans traiter de la dimension que j'appelle ici multicommunautaire. La question autour de l'appartenance ethnique, la question autour des pratiques et des croyances religieuses, et puis bien évidemment de l'international. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de réfléchir à l'organisation dite apprenante, et je vais vous proposer en fait, à mes yeux, 3 façons de fonctionner, 3 manières de vivre au travail et 3 façons d'être apprenant. La première façon, ou le premier modèle que je vais vous proposer, si vous demandez à la personne qui travaille dans cette organisation de vous dessiner l'organisation, elle va vous dessiner une pyramide. C'est-à-dire que si tu lui demandes dans quelle boîte tu bosses, dans quelle entreprise tu opères, est-ce que tu peux me dessiner l'entreprise? Spontanément, sans même qu'on lui ait appris, elle va dessiner l'entreprise comme une pyramide. Et puis dans ce modèle que je vous propose d'appeler le modèle de la loyauté, dans ce modèle de la loyauté, ce qu'elle va faire, si on va plus loin avec elle, souvent c'est qu'elle va dessiner une pyramide, mais elle va la couper en 3. Et elle va vous dire, chez nous, il y a les cadres, les agents de maîtrise, et puis des ouvriers, ou des opérateurs, ou des aides-soignantes. C'est-à-dire qu'assez spontanément dans ce modèle, vous allez avoir ce que je vous propose d'appeler une tripartition de la société. Des cadres, des agents de maîtrise et des opérateurs. Philippe Deribarne, le sociologue dont je vous ai parlé, qui a écrit La logique de l'honneur, nous dit en fait que dans ce type de fonctionnement, ça peut renvoyer à une tripartition qui toucherait à une manière de vivre ensemble, où le maître mot, c'est tenir son rang, où le maître mot, c'est progresser dans la pyramide par son mérite, où le maître mot, c'est si tu es petit et autodidacte, tu as un avenir par l'ascenseur social, où le maître mot, c'est noble, noblesse, clergé, tiers état. Noblesse, clergé, tiers état renvoie à cadre, agent de maîtrise et ouvrier. Mais alors Philippe Deribarne a une interprétation évidemment subtile, c'est qu'il ne nous dit pas qu'une classe domine une autre classe, un étage, un autre étage. Non, c'est beaucoup plus subtil. Il nous dit en fait, en France, ce qui compte, c'est tenir son rang. Et quand on est dans ce type de modèle hiérarchique et pyramidal, que je vous propose d'appeler le modèle de la loyauté, ce qui nous permet de tenir notre rang, souvent, c'est le métier. C'est le métier qui nous permet de tenir notre rang. Et on est beaucoup plus que ce qu'on fait dans ce type de modèle. On est plus que son métier. Bien souvent, on rend service à la société. Dans ce modèle d'organisation, que je vous propose d'appeler le modèle de la loyauté, hiérarchique et pyramidale, il y a l'idée d'un ascenseur social,
Et puis il y a l'idée qu'on fait plus que ce qu'on fait. On est utile à la société. On est dans la vocation. Alors, cette tripartition de la société, si on découpait encore plus, elle est fine, hein. Chez les cadres, vous avez deux types de cadres. Vous avez les cadres opérationnels, puis vous avez les hors-cadres. Alors eux, ils tutoient les étoiles. C'est-à-dire que eux, en fait, ils sortent de la manière traditionnelle de signer le contrat, et leur temps à eux est plus important que notre temps à nous. Et puis, tout en haut de la pyramide, vous avez les dirigeants, c'est une évidence. Ils sont nommés de deux manières en général. Ils sont là depuis longtemps, ils ont fait la preuve qu'ils étaient méritants, ou alors ils sont héliportés. C'est-à-dire qu'ils appartiennent à des grands corps, et puis ils vont directement appartenir à la sphère dirigeante. Alors moi, je suis très marqué par ce modèle. Quand j'ai commencé dans le pétrole, dans la tour où je travaillais, eh bien, quand je rentrais dans un bureau, je savais tout de suite à qui j'avais affaire. C'est-à-dire que la pyramide était un lieu où les codes de pouvoir étaient très visibles, très formels. Si je rentrais dans le bureau et qu'il y avait une chaise verte, j'étais chez un chef d'entité. Si la chaise était bleue, j'étais chez un chef de département. Si la chaise était rouge, j'étais chez un chef de service plus important encore. Et le vrai chef, vous le savez bien, il a un fauteuil en cuir à roulettes. Le vrai chef, on ne rentre pas dans son bureau directement. On passe d'abord dans l'antichambre de la cour du château. Et le vrai chef, il peut se battre pour avoir un bureau à cajou, différents modules et une belle vue sur l'extérieur. Alors ça renvoie véritablement à, en quelque sorte, on pourrait pratiquement parler d'éthos, c'est-à-dire en fait de manière de se comporter, liée à notre culture, à notre histoire, à l'idée que nous nous faisons de la vocation, de l'honneur, du déshonneur, de notre manière de fonctionner, et au mérite. Et donc ça, c'est ce que je vous propose d'appeler le modèle de la qualification ou de la loyauté. Dans ce type d'organisation, derrière moi, ce sont souvent des entreprises dans lesquelles on va comme ça codifier les sphères de pouvoir. Un autre exemple, le patron aura la place de parking la plus proche de l'entrée. Et ça ne posera aucun problème à quiconque. Il a la place de parking la plus proche de l'entrée. Et puis dans ce modèle, c'est souvent l'entreprise a créé le business, c'est-à-dire qu'en fait, elle a été la première, la pionnière. Le marché est stable. Si on demande aux personnes qui y travaillent de parler de leur travail, elles vont parler en termes de poste tenu. Et on va être capable de dessiner comme ça les tâches à l'œuvre. La figure du chef est très forte. Et du reste, ce que je vous propose, en fait, de penser ensemble, c'est que le contrat psychologique, les ressorts même de la motivation, les logiques de l'apprenance de ce modèle, j'échange de la sécurité de destin contre une très forte implication. Ce modèle fonctionne sur ce contrat psychologique, sur cet équilibre. Si je suis chez toi, je me donne totalement. C'est-à-dire que jour et nuit, je pense à mes produits, à mes services. Je suis de retour si tu me demandes une astreinte. Je ne compte pas mon temps, mais tu me protèges. Le contrat psychologique que je vous propose, c'est un échange entre la sécurité de destin et la très forte implication. C'est, à mon avis, une logique forte, profonde, tout à fait effective de beaucoup d'organisations encore aujourd'hui, que ce soit dans le public ou dans le privé. Ce modèle est un modèle où on contrôle les temps. Ce modèle est un modèle dans lequel la figure forte est la figure souvent de l'expert, c'est-à-dire de celui qui délivre un diagnostic en face à face à des personnes qui sont censées savoir. Et là, vous voyez les liens que je fais avec tout à l'heure l'expérience que j'ai en tant que professeur dans l'amphithéâtre. Ce n'est pas ce modèle. Alors ça, c'est un modèle qui, de toute évidence, de mon point de vue, continue d'exister. Il a sa force, et puis sa grande limite, c'est le mimétisme. C'est qu'on a du mal à accepter l'idée qu'on ne fonctionne pas en notre sein comme nous. Le talent n'a pas sa place. C'est un modèle dans lequel on va récompenser des hauts potentiels. Et on va s'enorgueillir, en fait, d'être, je dirais, longtemps dans l'organisation, ce qui en soi est une bonne chose. Je ne souhaite pas porter de jugement moral, mais c'est une manière de faire. C'est un engagement de très long terme. Alors ce modèle est attaqué de toutes parts, c'est-à-dire que l'imaginaire de l'ascenseur social est attaqué au moins à deux niveaux. Les enfants du bas de la société n'ont pas la chance d'arriver au milieu, et les enfants de ceux qui sont en haut ne sont pas sûrs d'y rester. Donc vous avez dans la société actuelle une double panne de l'ascenseur social extrêmement préoccupante. Je dirais même que vous avez une absence de mixité sociale entre personnes de même condition qui, moi, me préoccupe énormément. Le deuxième modèle, c'est celui que je vous propose d'appeler le modèle de l'employabilité. Dans le premier modèle, c'est le chef qui fait ma carrière.
Dans le deuxième modèle, c'est le marché du travail qui fait ma carrière. C'est un chasseur de tête, par exemple, qui va m'aider à faire carrière. Alors on ne va plus parler, dans ce modèle, on ne va plus parler de marché stable parce qu'en fait, il y a de nouveaux concurrents qui émergent. Nous-mêmes, on opère sur de nouveaux marchés. Nos sous-traitants ne sont pas forcément des sous-traitants de notre pays. Pour la première fois, on décide de signer avec des personnes qui ne parlent pas notre langue. Et vous avez là un phénomène que je trouve intéressant en termes d'apprenance, très très souvent ignoré. Phénomène d'internationalisation sur place. C'est la première fois que dans vos équipes, vous avez un homme ou une femme qui prend le téléphone et qui a un sous-traitant ou un fournisseur qui ne parle pas sa langue. Et là, vous êtes alors là aux prises avec des mécanismes vraiment de crainte, de difficulté à opérer. L'internationalisation sur place. C'est profondément ignoré dans nos sociétés et je crois que c'est une énorme erreur. Alors dans ce modèle-là, le modèle de l'employabilité, on ne va pas parler de chef, on va avoir tendance à parler de manager. On ne va pas récompenser l'effort, on va demander au manager d'être porteur de sens. Il doit éclairer les situations de travail, il doit être jugé sur son efficacité et sur sa polyvalence. Alors ça, ce sont des logiques d'apprenance en quelque sorte où vous faites appel à des gens de l'extérieur, vous signez avec eux un package de rémunération intéressant, mais vous savez quand ils viennent chez vous, ils repartent. Ce modèle de l'employabilité, c'est un modèle dans lequel vous vous dites, en termes d'apprentissage, on fait appel à des gens qui ne nous ressemblent pas et on signe avec eux un morceau de vie professionnelle. Alors ça, vous voyez la grande différence avec le premier modèle. Le premier modèle, on se dit, si la personne est très intéressante, elle restera pour la vie chez nous. Dans le deuxième, on sait que de toute façon, on votera avec ses pieds. Et on sait que si la personne a de la valeur, elle peut tout à fait en fait monnayer ailleurs sa valeur. Alors ça, c'est un deuxième modèle d'organisation et de mon point de vue, une deuxième façon d'apprendre ensemble. Et puis, je suis très sensible à des modèles qui émergent. Et notamment, je voudrais vous montrer une photographie qui éveille toujours chez moi quelque chose qui est de l'ordre de la fascination et de la résistance. C'est aujourd'hui l'entreprise qui attire à elle, à ma connaissance, le plus de candidatures, de jeunes cadres ou de jeunes qui ont un parcours scolaire tout à fait méritant, diplômés. J'ai choisi cette photo. Alors, vous reconnaissez peut-être l'entreprise. Là, de toute évidence, on n'est pas dans la pyramide hiérarchique, ou en tout cas, ce n'est pas ce qu'on affiche. On ne rentre pas dans ce type d'organisation en postulant chez un chasseur de tête. C'est plus subtil que ça, non. Ce que je vous propose, en fait, comme mot fort, c'est le mot réseau. C'est-à-dire que c'est en s'inscrivant dans un réseau professionnel où on a de la valeur que l'on va créer son destin professionnel. Pour moi, c'est une sorte de renouveau, et c'est intéressant pour moi vraiment de le partager avec vous ce soir. Je me demande dans quelle mesure ce n'est pas un renouveau des formes traditionnelles de compagnonnage. C'est-à-dire que pour faire sa carrière longtemps, il faut se signaler aux yeux de quelqu'un qui est important dans le réseau et qui m'accorde de la valeur. C'est-à-dire que c'est une économie de la grandeur dans laquelle je dois me signaler à toi pour que tu acceptes que je vienne à côté de toi pour apprendre. Et si j'apprends à côté de toi, je serai employable quasiment mondialement. Alors ça, pour moi, c'est une sorte de renouveau d'un idéal de compagnonnage. C'est quelque chose, en fait, qui... Le maître mot aussi, pour moi, c'est nomade. Si vous demandez à ces personnes en organisation comment elles se sentent, comment elles se définissent, elles ne vont pas forcément vous dire « moi je suis américain, je suis italien ou espagnol ». Vous pouvez entendre « je suis citoyen du monde ». C'est-à-dire que c'est une organisation que je vous propose d'appeler transculturelle. C'est quelque chose où quand on s'inscrit dans ce type d'organisation, on est dans un champ d'exercice supposément planétaire. On est capable de convertir ce qu'on apprend ici un peu partout dans le monde. L'imaginaire est nomade. Et d'ailleurs, là, vous avez une jeune femme qui est directrice marketing des Pays-Bas, de cette entreprise qui est Google. Et je vous laisse imaginer quand même, je dirais, les logiques à l'œuvre pour qu'en termes d'image employeur, on ait quelqu'un qui descend en toboggan. Monsieur, est-ce qu'on s'amuse chez vous? Là, je pense que c'est une question qui n'est pas posée comme ça. Fun et carpe diem. Vous vous souvenez tout à l'heure ce que j'ai pointé, fun et carpe diem, du plaisir au travail. Eh bien, dans ce que l'on affiche, il y a certainement ça. Or, le sociologue fait toujours la différence entre le discours managérial que l'on affiche, les pratiques professionnelles, ce que les gens font, mais surtout la manière dont ils le vivent. Et ça, moi, je suis depuis toujours sensible à ces
3 étages de la vie au travail. Ce que l'on affiche, le discours managérial, ce que les gens font vraiment quand il s'agit de dessiner un organigramme, une procédure, une instruction, et puis ce qu'ils ont sur le cœur, le ressenti, le vécu. Et ça, c'est absolument essentiel. Or, je ne suis pas sûr que dans ce type d'organisation, on touche au nirvana, absolument pas. Il y a aussi des logiques de domination, d'autorité, des logiques de pouvoir et d'apprenance qui, à mon avis, touchent au vécu et peut-être même éveillent du complexe de l'imposteur. Alors maintenant, je vais vous montrer une deuxième photo qui, pour moi, alors là, profondément étonnante. Cette organisation qui attire, qui est efficace, qui, de toute évidence, génère du profit, crée de la valeur, est allée même jusqu'à, en fait, se poser la question de l'identité physique des lieux. Alors voici une salle de réunion. Là, vous avez quand même imaginé la ligne budgétaire le jour d'un plan à 3 ans sur l'achat de neige artificielle. C'est quand même intéressant à observer en termes de culture d'entreprise et en termes de ressort de motivation tout de même. Et donc là, vous avez cette entreprise dans laquelle vous avez ces bulles de ski. Moi, ce que je retrouve là, c'est ce que certains de mes jeunes appellent l'humour du 3e degré. Ce qu'on pourrait appeler une distance sarcastique. Vous êtes peut-être souvent surpris par le fonctionnement, les modes de représentation des jeunes. Ils pointent chez vous quelque chose de risible, mais ils se mettent dedans. C'est-à-dire vous êtes risible, ils sont risibles et la situation est risible. L'humour du 3e degré. Une distance sarcastique. Regardez ici, vous avez une tête de caribou, je pense que c'est un caribou. Je me dis que c'est quand même incroyable de se dire qu'un employeur accepte l'idée d'avoir de la neige artificielle, une tête de caribou, et puis accorde de l'importance à l'identité physique des lieux. Tiens. Moi, je crois qu'on ne peut pas être dans une entreprise apprenante sans un tout petit peu prendre en compte un grand oublié en général de nos organisations, qui est la dimension de l'identité physique. Des éléments symboliques et imaginaires d'une culture d'entreprise, d'un travail long et patient, d'une image d'attractivité employeur. Je crois que c'est tout à fait intéressant à prendre en compte. Troisième photo qui, d'une certaine manière, illustre le propos de tout à l'heure. Monsieur, est-ce qu'on s'amuse chez vous? Alors voilà une salle où, a priori, on crée du lien pour travailler ensemble. Alors en général, quand je montre cette photo, bien, je vois une évolution. C'est-à-dire que moi, ça me rappelle ma situation. Quand j'étais DRH, on m'avait demandé du massage. On m'avait demandé, en fait, d'accepter l'idée que pour nos collaborateurs, pendant les heures de travail, pour du travail qui n'est pas du travail posté, mais qui est du travail de bureau, eh bien, il y a des personnes qui viennent et puis qui pratiquent un massage sur fauteuil. J'avais dit oui. Puis on m'avait aussi interrogé sur la possibilité d'avoir une crèche inter-entreprise. J'avais dit oui, on avait fait. Et d'une certaine manière, je me posais systématiquement la question de l'imbrication du hors-travail dans la sphère du travail. C'est ça, moi, que je veux pointer aussi ensemble ce soir. C'est que dans ce type d'organisation, la question que je me pose, quand il s'agit d'apprendre de l'autre, d'être dans des logiques de communauté vivante de pratique, j'ai l'impression en fait qu'on est au-delà du polychrone. Le temps du hors-travail pénètre la sphère du travail. Alors l'expression que j'ai envie de partager avec vous, c'est celle-ci. Là, ici, vous avez un caisson de ressourcement. Donc là, on va au bout de la logique et on propose aux employés, en quelque sorte de se ressourcer dans l'espace de travail. Ces personnes sont souvent des célibataires géographiques. Ces personnes sont des personnes qui, moi c'est mon point, est-ce qu'elles ne remettent pas au centre la valeur travail? Est-ce que ces personnes jeunes qui à côté de nous font coupure entre le travail et leur travail, là on n'a pas ce que en psychosociologie on pourrait appeler la canalisation des énergies productives à nouveau au centre? Est-ce qu'on n'a pas une forme de domination douce? Est-ce qu'on n'a pas un rapport, en fait, finalement, de nouvelles formes, comme ça, d'influence souterraine et profonde? C'est toute la question. Et c'est pour moi une question vraiment d'acuité, vraiment de grande actualité. Ce sont des modèles qui génèrent en moi à la fois fascination et résistance. Fascination parce que je me dis, en fait, qu'ils décodent, qu'ils décryptent des ressorts de motivation tout à fait intéressants, nouveaux et qu'il faut prendre en compte. Le plaisir, l'idée d'exercer en fait à distance de manière possible et puis de vivre en quelque sorte dans différentes sphères professionnelles une identité assumée. Et en même temps, immanquablement, la question que je peux poser, c'est n'est-on pas sur une recréation sous des formes modernes d'un paternalisme ancien
qui amènerait à coloniser l'espace du monde vécu. Alors pour autant, je pense que si on veut fonder une entreprise apprenante, je vais vous proposer avec vraiment humilité quelques pistes. La première, alors d'abord, je me permettrai de vous adresser avec grand plaisir la caractérisation de ces 3 modèles, c'est-à-dire loyauté, employabilité et apprentissage. Le dernier modèle, je l'ai appelé l'apprentissage sans frontières. Dans ce dernier modèle, le marché est mondialisé. Dans ce dernier modèle, on ne parle pas de manager, on va parler de coach. Dans ce dernier modèle, on ne va pas forcément mettre en avant l'efficacité, mais on va mettre l'excellence, le plaisir, l'immédiateté du temps. On vous demande de vivre des moments rythmés. Et puis dans ce dernier modèle, on va partager et les risques et les résultats, du moins sur le plan affiché. La rémunération, par exemple, invitera à passer actionnaire, à partager le produit du capital, là encore dans le discours managérial proposé. Et puis on va miser sur la confiance. Alors, ces 3 modèles, de mon point de vue, existent dans des structures plus ou moins fortes, plus ou moins grandes, plus ou moins étalées géographiquement. Et on peut y retrouver à chacun des étages des points de connexion. Alors je voudrais conclure mon propos par quelques pistes de bonnes pratiques. Quand on est dans un management apprenant, quelles sont en quelque sorte les règles que moi j'observe? La première chose, c'est que j'ai le sentiment en fait qu'on rejoint une entreprise mais qu'on quitte son manager. C'est-à-dire que ce qui fait défaut souvent dans les logiques d'apprenance, c'est l'absence de qualité du management. Et un management qui est encore trop souvent sous les yeux et sous la main, dans l'idée de subordonner, où on contrôle les temps. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je pense qu'aujourd'hui, il convient de proposer non pas un poste, mais une valeur d'emploi. C'est-à-dire que dans cette valeur d'emploi, et l'exemple de Google est de ce point de vue intéressant, on va jouer sur les éléments symboliques et imaginaires de la culture de l'entreprise. Je suis plus encore que mon statut ou mon poste. J'ai une valeur à l'extérieur. Or, bien souvent, quand les entreprises ont une forte culture, elles vous en arrivent parfois à vous faire douter de votre propre capacité à travailler ailleurs. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un mécanisme fort sournois qui vous amenait à vous dire « je n'ai plus de valeur ailleurs ». Et je pense qu'un certain nombre de réseaux sociaux fonctionnent sur cette demande. C'est-à-dire que les personnes qui sont sur des réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Viadeo, Names et les autres, elles laissent leur ligne au fil de l'eau pour, je l'interprète comme ça, pour qu'aux yeux du monde, on confirme qu'elles ont tout simplement de la valeur. Leur CV affiché sur ces sites de réseaux sociaux est une opportunité pour qu'on vienne à eux et qu'on leur dise « mais tu existes aussi ailleurs que dans ces entreprises qui ont une forte culture ». Troisième point qui me semble important, et notamment avec les plus jeunes. La génération dite Y, tout à l'heure j'en ai dessiné quelques traits saillants de culture, je dirais qu'il faut l'attendre comme un élastique. Il faut nous se détendre et eux les tendre. C'est-à-dire miser sur l'exigence et les considérer très efficaces quand on leur fixe des objectifs de plus court terme. Leur rapport au temps n'est pas le mien. Moi, l'année, c'est mon rapport naturel. Eux, j'ai le sentiment que c'est le mois. Et donc, c'est des objectifs de plus court terme. Et c'est aussi un management supposément de plus grande proximité. Alors, ce Y, j'utilise ici la terminologie d'un homme que j'aime bien qui s'appelle Jean-Luc Excousseau, qui est un sociologue français qui a écrit un livre formidable qui s'appelle La mosaïque des générations. Et Jean-Luc Excousseau dit que cette génération Y, pour lui, c'est une génération mosaïque. C'est une génération qui vit dans des temps simultanés. Et je prenais l'exemple tout à l'heure de l'écran, il y a des écrans dans l'écran, mosaïque. La génération mosaïque, Y, c'est une génération aussi, mais ça c'est peut-être le revers de la médaille pour nous, plus chronophage. C'est-à-dire qu'elle nous amène, si on veut apprendre avec elle et apprendre d'elle, à une posture qui d'une certaine manière est une posture de temps offert plus grand encore. Ça c'est une vraie préoccupation. Ils demandent plus, et souvent ce que j'observe c'est un paradoxe dans leur demande. Ils vous demandent de l'autonomie, et en même temps, ils vous réclament de la règle sans même vous le dire. Dans l'amphithéâtre de tout à l'heure, quand on est en cours et qu'ils ont leurs ordinateurs, je n'ai aucun problème pour qu'ils me corrigent 78 et 73. Il n'y a aucun problème.
Je suis même très heureux quand ils m'apportent des éléments directement en fait de ce qu'ils consultent sur ordinateur et qu'ils enrichissent mon propos. J'en suis même fier. Mais à la fin de mon cours, d'une certaine manière, je tente une reprise de pouvoir. C'est-à-dire qu'à la fin de mon cours, quand ils viennent me voir, et je suis heureux de partager avec eux à la fin de mon cours, je leur dis, si vous venez me voir, vous vous mettez, et c'est toujours avec eux un trait d'humour, vous vous mettez comme en Suisse. C'est-à-dire, si vous venez me voir, moi qui suis prof, je vous demande de vous mettre en fait en file. Parce que, je le dis souvent, je suis incapable de parler à plusieurs personnes en même temps. Ce que je veux pointer là, ce n'est pas l'absence de règles. Ce que je veux pointer là, c'est une forme de verticalité que je leur offre, ou d'une certaine manière que je leur impose. C'est-à-dire que je reprends un tout petit peu, je tente de reprendre un tout petit peu cet espace du pouvoir, et à ce moment-là, ils sont formidables. L'Y-cologue dirait ils sont polychrones. Non, moi ce que j'observe, c'est que dans la même journée, ils sont et monochrones et polychrones, et qu'ils savent, tacticiens fins, jouer du contexte et des scènes d'expression. Ils descendent, ils m'ont pas dit bonjour, ils me disent au revoir, et surtout ils se mettent en file. Et là, on est dans un rapport qui est le mien. C'est-à-dire que je retrouve la ligne du regard, l'expression de la confiance qui m'est coutumière, c'est-à-dire qui rentre dans mon système culturel. Je reprends le pouvoir. Je pense qu'une de nos plus grandes difficultés, c'est le jeunisme. C'est-à-dire, c'est de courir après eux en voulant les singer, en n'offrant pas cette paroi verticale. Et le paradoxe, souvent, que j'observe, c'est qu'ils grognent. Ils ne sont pas heureux quand je leur offre cet espace-là. Mais en même temps, ils aiment cet espace-là. Chronophage est dans un rapport étrange, une forme de nouveau de contradiction de l'autonomie. En fait, ils veulent être sur le radar, c'est ce que je constate aussi. Ils veulent qu'on les observe, ils veulent être avec vous, et ils veulent une reconnaissance peut-être plus immédiate. Autre point que je voudrais partager avec vous, c'est pour eux, on les appelle la génération questionnante, la fameuse génération Y. Ce que j'observe, moi, c'est qu'en général, ils nous questionnent sur deux choses. Le sens du travail, mais surtout, ils font quelque chose que moi, je n'aurais jamais osé faire. Ils nous questionnent donc sur le pourquoi, mais surtout, ils nous questionnent sur comment tu fais, comment vous faites. À la fois ce que j'appelle l'étoile et le chemin. L'étoile, c'est le sens. Si je suis là avec toi dans ton équipe, c'est que j'apprends avec toi, mais surtout, tu m'aides à apprendre à apprendre. Tu me donnes un cadre de compréhension. Et en plus, avec toi, puisque je te questionne sur le comment tu fais, tu me donnes un cap. Et donc ça, je suis absolument vraiment sensible à cette idée d'un cap et d'un cadre, du sens, le pourquoi et du comment. Et souvent, ce que j'observe, c'est que les managers qui m'apparaissent les plus aptes à apprendre de l'autre sont des managers qui savent transformer les pourquoi en comment, et notamment avec les plus jeunes. Alors pour ce faire, il y a quelque chose en France, et je trouve ça dommageable, que l'on fait trop rarement. C'est par exemple de favoriser les notes d'étonnement. Une entreprise apprenante, c'est une entreprise qui prend au sérieux l'idée qu'il y a à côté de nous des personnes qui ne regardent pas le monde du travail comme nous. C'est une entreprise qui prend au sérieux l'idée que je m'enrichis de différences qui, a priori, ne sont pas forcément toujours factualisées, objectivées. Pratiquez la note d'étonnement. Demandez à quelqu'un qui vient de rentrer chez vous au moins 2 fois, pas une fois, 2 fois, pendant sa période d'essai, première fois, et puis quelques mois après, il y a moins d'enjeux de pouvoir. Demandez-lui en fait de vous donner les 10 points qui l'ont étonné depuis qu'elle travaille chez vous. Et ne le faites jamais qu'une seule fois. Si vous ne le faites qu'une fois, vous éveillez en fait des attentes. La personne va faire son travail, elle va donner les 10 points, c'est entre elle et vous, confidentiel. Ce que je vous propose, c'est de rajouter une 3e ou une 4e page dans laquelle vous lui dites « Si tu étais à ma place, quelles sont les 3 choses que tu changerais tout de suite ?» Et puis vous pouvez même ajouter « Si tu étais à la place du dirigeant de notre organisation, quelles sont les 3 choses tout de suite que tu mettrais en œuvre ?» Eh bien, je connais assez peu d'exercices qui soient si peu coûteux sur le plan financier et si instructifs sur le plan en fait du recueil d'informations. Se mettre en mots, créer des espaces de dialogue, ce que je pourrais appeler avec vous un espace dialogique, c'est-à-dire un espace dans lequel on prend au sérieux l'intelligence de l'autre. C'est une entreprise apprenante. Favoriser les notes d'étonnement, à chaud et à froid, plusieurs fois. C'est en soi un exercice qui est parfois déconcertant. Souvent, j'observe que des plus jeunes nous en veulent beaucoup parce qu'il y a un écart énorme entre ce qu'on a dit sur les forums, ce qu'on a dit en entretien et les premières semaines de leur exercice professionnel.
Et donc ça, c'est l'effet de décalage, et ils sont intransigeants par rapport à ces éléments-là. Et ça, la note d'étonnement va vous aider. Alors moi, je le faisais un cran encore plus loin. C'est-à-dire que non seulement je la demandais à la personne qui intégrait nos équipes, mais j'en faisais un véritable outil de management. C'est-à-dire qu'à la personne qui avait fait l'effort de m'écrire cette note d'étonnement, d'abord j'apprenais plein de choses nouvelles intéressantes, je disais voilà, est-ce que vous m'autorisez d'envoyer à une personne dont je vais vous donner le nom, le produit de votre travail? Et en général, quand c'était quelqu'un du marketing qui avait rédigé cette note d'étonnement, j'envoyais à quelqu'un du merchandising sa note d'étonnement. Et puis quand c'était quelqu'un du merchandising qui avait fait un parcours au terrain en voyant qu'il y avait un grand écart avec ce qu'on imaginait des produits au terrain, je l'envoyais à un autre service. Et surtout, ce que vous faites là, et je pense que c'est intéressant, vous êtes déjà en logique de réseau de réseau. Puisque vous donnez un nom, la personne va saisir ce nom et elle va aller voir la personne. Et ce faisant, on va casser la pyramide hiérarchique et pyramidale, et on va créer du réseau. On est déjà là en train de faire émerger des communautés vivantes de pratiques en présentiel qui sont, de mon point de vue, à fonder dans l'organisation. Tutorat, parrainage, ça fonctionne évidemment sous le même principe. Ouvrir les outils de l'entreprise à la jeune génération, ça c'est quelque chose qui m'anime depuis plusieurs années. Il y a plusieurs années en fait que je pose la question, est-ce que vous autorisez par exemple Facebook au bureau? Alors évidemment, c'est une grande différence entre le travail posté dans un atelier de fabrication avec des contraintes de sécurité ou un travail de bureau. Est-ce que j'autorise Facebook au bureau? Est-ce que je suis dans cette logique? Ce que ça questionne pour moi, c'est la responsabilisation. Parce que Facebook, vous l'aurez sur votre téléphone. Et de toute façon, ces jeunes vont l'utiliser, ces jeunes et ces moins jeunes vont l'utiliser sur le téléphone. Donc est-ce que dans un établissement de soins, de santé par exemple, une maison de retraite, un hôpital, vous interdisez le téléphone systématiquement? Est-ce que quand vous voyez émerger ce que j'observe dans certains hôpitaux, des infirmiers et des infirmières qui distribuent certains services avec des écouteurs sur les oreilles, la fameuse génération Y, vous savez, qui dessine à Y, les écouteurs, comment vous réagissez face à ça? Là, on est sur des logiques vraiment de fond et de responsabilisation. Qu'est-ce que ça transforme? Ça transforme, à mon avis, beaucoup de choses. Mais vous avez des personnes qui peuvent retomber sur leurs pieds en organisant leur travail avec l'idée d'un ressourcement possible et d'un temps qu'on va découper différemment. Donc ça, c'est absolument important. En tout cas, moi, mon conseil, c'est si vous dites que vous êtes une entreprise ouverte sur le monde, internationale, ou tout simplement interrégionale, et que vous avez à cœur de respecter les différences, et que votre image d'attractivité employeur est fondée sur la technologie, et que vous n'êtes pas capable dans la semaine de donner login et password, attention au décalage. Et parce que ça, c'est vraiment pas du tout participer du modèle de l'employabilité. Autre point absolument essentiel, eh bien, tout à l'heure, j'ai évoqué la notion de talent. Un talent, c'est quelqu'un qui est excellent et qui est différent. Un talent, ça se régénère. Un talent, ça se régénère par des morceaux de vie de formation, par des virages professionnels. Et je pense qu'un des enjeux majeurs, pour le coup, c'est l'apprentissage tout au long de la vie, l'apprentissage tout au long de la carrière. Avec l'idée aussi qu'en entretien, vous parlez avec quelqu'un, non pas du poste d'après, mais vous acceptez l'idée de parler avec elle du poste d'après-après. C'est-à-dire que pour la première fois de votre vie, vous allez en fait vous dire que les postes dont je parle ne sont pas ceux de mon entreprise. Pour la première fois, vous allez imaginer, discuter, co-construction d'un projet professionnel avec quelqu'un que vous recevez en entretien. Avec un talent, on est sur une logique de l'après-après, toujours. Il est suffisamment intelligent pour savoir parfaitement ce que vous avez en tête sur le poste d'après. Lui, ce qu'il veut, elle, ce qu'elle veut, c'est parler avec vous du poste d'après-après. C'est même à ce à quoi je reconnaissais en général les gens qui, pour moi, avaient de la valeur, que je voulais encourager, alors même qu'ils n'y pensaient pas. Un haut potentiel, lui, ce qu'il veut, c'est le poste d'après. Le talent, ce qu'il veut avec vous, c'est co-construire une vérité d'ordre supérieur dans un monde ramifié dans lequel il a une employabilité. Ça, je suis convaincu de cette dimension-là, de transformation de nos organisations. Et donc, vous êtes dans un impératif extrêmement stimulant de réfléchir avec lui à ses forces et à ses domaines d'amélioration, pas forcément chez vous. Ben, ça touche aux fondamentaux du modèle de la loyauté. C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise qui va imaginer une famille close dans laquelle, si on le quitte, on quitte la famille, il ne va pas être capable de parler avec la personne en face du poste d'après-après. Il a tort. Il a tort parce que l'étape d'après professionnelle, ça peut être un retour fort opportun de quelqu'un qui vous apprécie et qui va contribuer avec vous pour longtemps.
Et puis ce que je voudrais aussi insister et pointer ensemble, c'est que je pense qu'une des clés, c'est décoder, et on ne le fait pas beaucoup, dans un temps qui s'accélère, décoder le off, décoder l'histoire de l'organisation, revenir sur les mythes fondateurs, savoir pourquoi nous sommes dans un si bel endroit, avec des matériaux si nobles et un contraste entre tradition et modernité, et à quoi ça correspond dans l'histoire de la Champagne-Ardenne, dans l'histoire rémoise, dans l'histoire de l'institution, un ancrage. Et ça, je crois que c'est tout à fait important. Et d'ailleurs, c'est une demande très forte. À mesure que le temps s'accélère, en quelque sorte, nous sommes en impératif de ralentir ce temps pour des personnes qui ont besoin d'occasions de veille. Et puis le dernier point, c'est peut-être celui l'avant-dernier point, celui on pense assez rarement, c'est à côté de nous, quelqu'un fait des choses extraordinaires, mais ailleurs que chez nous. Tout d'un coup, vous apprenez, vous êtes aux premières loges, et vous apprenez que cette personne est un grand sportif, qu'elle a un talent incroyable dans l'art pictural, qu'elle écrit des poèmes qui sont reconnus, et vous n'avez jamais offert un espace de reconnaissance pour que cette personne s'exprime. Là encore, des choses tout à fait simples qui font, je dirais, un lien entre théorie et pratique. Si vous avez des murs blancs, vous pouvez parfaitement organiser une semaine sur l'autre un espace pour que les personnes expriment leurs talents cachés et périphériques. Et tout d'un coup, vous voyez se révéler dans votre espace de travail des personnes qui n'osaient pas dire, en quelque sorte, ce qui était leur passion dans l'existence. Alors ça, c'est un point très important, et ça renvoie plus profondément à cette, en quelque sorte, cette tradition que nous avons à découper le monde du travail et le monde du hors-travail. Et ça renvoie bien évidemment à des dynamiques culturelles et interculturelles profondes. Puis la dernière chose, c'est que je crois que quand on veut partager ce management apprenant, il convient de parler de trois choses en entretien. De revenir sur la performance, de refixer des objectifs tenables et de parler de la performance. La performance est toujours une grandeur à atteindre. Évidemment, de réfléchir ensemble au portefeuille de compétences aujourd'hui et demain, mais surtout, ce qu'on oublie souvent, c'est d'évoquer le potentiel de la personne. Et on l'oublie souvent pour des personnes qui sont au fondement de nos organisations, à petit niveau hiérarchique et qui font nos organisations. On ne les projette pas, parce qu'on se dit finalement, si je les projette, je vais éveiller chez elles quelque chose que je ne peux pas tenir. Alors ce que je ressens, moi, c'est que vous êtes utile à leurs yeux, vous avez même du sens, si vous êtes des co-constructeurs de parcours professionnels. Et donc ne jamais oublier à mes yeux ce dernier élément du potentiel, parce que c'est tout simplement donner un aperçu réaliste de carrière, et c'est partir de l'idée que nous avons tous en nous des forces qu'il s'agit de développer sur des scènes du travail qui ne sont pas forcément ici et maintenant les nôtres. Voilà, je voudrais m'ouvrir à vous et partager avec vous un certain nombre de questions, et puis terminer par cette phrase de Claude Lévi-Strauss, qui est une phrase que je trouve extraordinaire quand on réfléchit aux logiques de l'apprenance, quand on réfléchit, comme on l'a fait ensemble ce soir, à l'évolution de l'organisation, aux nouvelles formes de travail, aux nouveaux ressorts de motivation. Je retiens cette phrase de Claude Lévi-Strauss qui dit « Souvent l'important n'est pas d'ouvrir les autres à la raison, l'important est de s'ouvrir à la raison des autres. » Et ça, pour moi, c'est vraiment ce qui m'anime en termes d'apprenance, d'apprentissage, d'intelligence de l'autre. L'important n'est pas d'ouvrir les autres à la raison, l'important est de s'ouvrir à la raison des autres. C'est ce que je vous propose d'appeler ensemble une perspective interculturelle. Une perspective interculturelle, c'est pas assimiler l'autre et vouloir le transformer en ce qu'on est. Non, non. C'est pas vivre côte à côte. Non, non. C'est prendre au sérieux l'idée qu'on a en face de nous quelqu'un qui ne réfléchit pas comme nous, qui ne vit pas comme nous ses émotions, lui offrir un espace, se dire que si on est ensemble sur cet espace, on est fasciné et on résiste, qu'à court terme, on travaillera sûrement moins bien parce qu'on ne se ressemble pas. On n'a pas la même langue, on n'a pas les mêmes codes, on n'a pas la même façon de fonctionner. On va d'abord créer de la sous-performance, mais ce qui est magnifique, c'est qu'à moyen terme, il y a toutes les chances de penser que si j'ai fait l'effort, la personne, en fait, rentrera avec moi dans une logique de coopération. Je vous remercie beaucoup et maintenant, je vous propose que nous partagions ensemble des questions, des interrogations, des remarques. On a une petite dizaine de minutes. Allez-y, monsieur. Oui, c'est vrai.
Alors je réponds, je rebondis tout de suite parce que là vous nous posez la question de l'apparence physique et puis de l'idée que je me fais en fait de la compétence de quelqu'un qui serait habillé de manière particulière. C'est un peu ça l'idée. En fait, un bon recrutement, mais je suis sûr que vous serez d'accord avec moi, un bon recrutement, est-ce que c'est pas, alors même que du point de vue de l'apparence physique, du point de vue parfois du vocabulaire tenu, du point de vue même d'un piercing qui tout d'un coup apparaît dans une langue, vous savez, une cicatrice, quelque chose qui est un produit de l'accident de la vie, un tatouage. Tout d'un coup, je remonte mes manches, je suis très bien habillé, mais un tatouage dépasse de mon bras. Le génie du recrutement, là, c'est d'accorder de la valeur à quelqu'un qui ne me ressemble pas. C'est-à-dire que c'est de saisir chez lui quelque chose qui est en sommeil et qui va advenir demain. Et ce que j'observe souvent, et c'est pour ça, c'est un point, moi, j'accorde beaucoup d'attention à ça, en recrutement, souvent, qui se ressemblent, s'assemblent. Les gens bien habillés, supposément, vont chercher des gens qui leur paraissent bien habillés. Du coup, être bien habillé pour moi, ça serait donner sa chance à quelqu'un qui n'est pas habillé comme moi. Et trouver que dans la manière dont il s'habille, il y a une originalité, quelque chose de nouveau qui m'amène, moi, à me transformer. Alors, c'est toute la question, hein. Est-ce que je suis dans un entretien d'exploration, où j'apprends, ou est-ce que je suis dans un entretien de confirmation, où finalement, je vais chercher chez l'autre quelque chose qu'on m'a accordé quand j'étais petit, et notamment la manière de m'habiller, et notamment la manière de bien m'habiller. Et donc ça, c'est un point pour moi important, hein. C'est est-ce qu'en entretien, je donne sa chance à quelqu'un qui n'a pas mes codes vestimentaires, mais qui pourrait les avoir avec le temps, mais pas forcément. Vous me suivez, monsieur? Vous me suivez? Voilà, exactement. Hmm. Ça, ça fait écho à, c'est intéressant parce que ça fait écho à des notions que j'ai parcourues. Discrimination systémique, crèche inter-entreprise, rôle de la centralité du travail et dans quelle mesure on donne sa place aussi à des parcours de vie qui ne nous ressemblent pas. Tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Oui, ou des remarques ou des choses en complément. Oui, oui, tout à fait, avec plaisir. Bien sûr. Oui, monsieur, allez-y, je vous en prie. Allez-y, oui, oui. Oui. Ouais, ouais. Non, pas toujours, non. Oui, oui. Ce qui me fascine, moi, chez des personnes que j'ai baptisées tout à l'heure de polychrones, c'est la capacité qu'elles ont à penser que leur mémoire est en quelque sorte sortie du corps. J'emprunte cette image à Michel Serres, hein, dans son livre Petite Poussette. C'est comme si en fait l'ordinateur était un stock mémoire et que leur mémoire était sortie du corps. Et avec beaucoup de personnes qui fonctionnent sur ce registre de la polychronie, mes étudiants par exemple, je l'observe beaucoup, en fait, leur mémoire et l'accès à l'information pour eux est immédiat et connecté. C'est-à-dire qu'ils ont l'opportunité d'avoir très tôt, très vite, dans un temps très immédiat, un très grand nombre d'informations. Et donc ils travaillent comme ça. La question que ça me pose,
c'est est-ce qu'on est toujours sûr qu'il structure l'information? C'est-à-dire qu'il y a la mémoire qui est accessible a priori, il y a l'information que l'on peut recouper et qui va donner sens à nos actes, mais il y a tout le travail en fait de construction, de structuration et de navigation. Et là, c'est plus subtil, à mon avis, plus complexe, et je ne suis pas toujours sûr, moi-même, dans mes modalités pédagogiques, de ne pas donner l'impression, en quelque sorte, d'être dans un temps plus immédiat, plus court, mais je ne suis pas toujours sûr que je structure vraiment bien. Et donc, il faut que je progresse aussi, moi, quand je fais face à des publics qui sont davantage polychrones que ce que je peux être. C'est bien prendre le temps, parfois ralentir le moteur, pour qu'on ait de l'information, certes, mais qu'on offre un cadre de compréhension toujours et de structuration. Et ça, moi, je le vois chez les plus talentueux d'entre eux. Ils lisent toujours beaucoup. Ils savent très bien que la répétition fixe la notion. Ils savent très bien faire la différence entre une information croisée, pas croisée. Mais par contre, j'ai ce sentiment-là, c'est qu'ils sont dans une logique non pas du texte, mais de l'hypertexte. C'est-à-dire que pour eux, il y a toujours en fait un lien, un pont, une connexion avec une information. C'est typiquement dans les notes de bas de page de Wikipédia, ça me fascine. Moi, j'ai compris qu'il fallait utiliser Wikipédia non pas par le texte, le contenu, mais par la qualité des notes de bas de page qui font liaison. Et donc, c'est aussi pour nous une vraie réflexion, c'est apprendre d'eux dans leur logique de navigation. Vous savez qu'en marine, on distingue toujours deux logiques de navigation. Celui qui tire tout droit, l'orthodrome, et puis celui qui fait du cabotage. On parle de l'oxodromie. Moi, j'ai tendance à tirer tout droit vers une information. Les plus talentueux m'amènent à faire du cabotage, à revenir sur les choses, à continuer d'écrire et de lire. Donc moi, je suis très optimiste par rapport à ce travail de coopération entre monochrone, monotâche et multitâche. D'ailleurs, moi-même, si je m'observe, je faisais déjà mes devoirs devant la télévision. Mes parents m'avaient donné ce droit-là. Et puis quand ma mère rentrait dans la salle, il m'arrivait en fait d'éteindre la télé. Mais j'étais quand même déjà dans ce rapport aussi connecté, cette société de l'information qui émergeait. Mais j'étais dans un monde dans lequel, c'est ce que je vous disais au début de mon intervention, il y avait le grand film du dimanche soir. C'est-à-dire qu'il y avait un point d'information, il y avait un point de distraction unique, et on parlait dans la cour de récréation, quand on se rassemblait, de cet événement communautaire en quelque sorte. Alors aujourd'hui, quand vous regardez des jeunes qui regardent des films, ils sont dans un monde qui est basculé multipolaire. Mais ils créent toujours du lien, mais ils le créent différemment. Regardez, je suis très très impressionné par les modes de contestation et notamment le rapport aux syndicats. Dans quelle mesure en fait ça transforme aussi les qualités de négociation avec un employeur? Regardez maintenant en fait des nouveaux phénomènes où par les nouvelles technologies, on va contester une campagne publicitaire, on va contester une entreprise, on va se rassembler en envoyant des messages, puis ensuite on va se disperser comme une volée de moineaux, c'est le phénomène de flash mob. Ben là, ça participe aussi de cette évolution profonde des rapports de société. Le temps est plus immédiat, la contestation existe, mais elle est diffuse, elle n'est pas de même nature, et surtout on n'est plus de Bastille à nation pour dire non ou pour simplement trouver l'occasion de négocier avec. Et ça, c'est intéressant de regarder dans quelle mesure, en fait, il ne faut pas confondre en quelque sorte la technologie et ses usages. Une entreprise apprenante, c'est une entreprise qui donne la chance à quelqu'un de partager des usages. Des lieux où on est en tutorat, en parrainage, autour des usages et du temps long de l'apprentissage. Voilà, j'ai répondu un petit peu longuement à votre question, mais je crois qu'elle est absolument essentielle. Et moi, elle m'invite en tout cas à changer mes modalités alors comme professeur. Elle m'invite aussi, de mon point de vue, à changer de posture en tant que manager. Et à accepter l'idée qu'on fait face à des personnes qui vous questionnent non pas pour vous coincer, mais qui veulent co-construire avec vous quelque chose qui est à inventer. Et ça, on n'est pas habitué à ça. On n'est pas habitué à ça. Je voudrais prendre un autre exemple, et puis il faut que je regarde le timing aussi. C'est bon, je regarde le timing aussi. On a évoqué le temps, mais on n'a pas du tout évoqué l'espace physique, ou très peu. L'espace physique aussi est, à mon avis, en profonde évolution dans les rapports en organisation. Moi, je viens d'un monde dans lequel, en fait, mon espace physique est très lié à mon espace social comme une pelure d'oignon. C'est-à-dire qu'au cœur de l'oignon, il y a mon intimité. Ce que je vais dire à 1, 2, 3 personnes maximales. Puis ensuite, il y a mon espace personnel, puis ensuite, il y a mon espace professionnel, puis ensuite, il y a mon espace social, et ensuite, il y a l'homme et la femme de la rue. C'est-à-dire que vous retrouvez cette logique à l'œuvre, du plus proche au plus lointain. Il peut arriver aujourd'hui qu'une petite fille envoie à une amie sur son téléphone
quelque chose que son papa vient de dire à son épouse. La petite fille l'envoie sur le wall de Facebook. Le papa, pour lui, c'est intime. Et là, vous êtes face à une nouvelle génération avec de nouveaux codes et de nouveaux usages qui fait un saut entre le social et l'intime, directement. Et là, on ne peut pas penser dignement à ces phénomènes sans revenir sur ce qu'on a fait ce soir, c'est-à-dire revenir sur des phénomènes culturels fondamentaux. Je voudrais prendre une anecdote, une seconde. Pourquoi je voudrais prendre cette anecdote? Parce qu'elle touche à ce que Edward T. Hall, l'anthropologue dont je vous ai parlé, appelle la proxémie. La proxémie, c'est l'analyse culturelle de la distance physique. Et on ne peut pas apprendre de quelqu'un en étant proche ou lointain, à la fois physiquement et symboliquement. Je voudrais vous raconter cette anecdote très vite, d'un mot. Renaud Saint-Saulieu, mon directeur de thèse à Sciences Po, m'avait demandé un jour de recevoir chez moi un professeur américain. Chez moi, je répète. Pour un Français, recevoir chez lui quelqu'un, c'est directement passer du social à l'intime. Et je vais vous raconter l'histoire de manière très ramassée, parce qu'elle exprime cette notion de proxémie, de distance culturelle, de distance physique et de transformation de la société. Cet homme arrive à Paris, je viens le chercher, et on vient chez moi. J'habitais à l'époque 17 mètres carrés dans le 11e arrondissement. Un petit espace. Ce professeur américain vient à mon domicile, et puis je le vois bien, sur le plan culturel, il est très étonné de la manière dont, a priori, les étudiants français travaillent et sont logés. Je lui explique que Paris est une ville magnifique et c'est l'endroit le plus populaire que j'apprécie le plus. Ah bon, très bien. Et puis, je le laisse entrer, et à ce moment-là, à mon domicile, il y avait 2 places pour s'asseoir. Il y avait le canapé et une chaise. Je lui propose le canapé, puisque c'est un monsieur, là encore, on est dans la logique de la loyauté hiérarchique et pyramidale que je veux honorer. Le monsieur s'assoit. Et puis là, il fait quelque chose qui va perturber profondément ma proxémie, c'est-à-dire le sens que je donne à la distance culturelle. Bonsoir monsieur, excellente soirée. Et donc, il sort, il rentre, et à ce moment-là, mon téléphone sonne. Mon téléphone était dans ma salle de bain, on n'était pas au monde des portables, hein. Je vous parle d'un monde que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et là, je commets un impair interculturel ou culturel majeur, c'est que je vais dans ma salle de bain et je ferme la porte. À votre avis, qu'est-ce qu'a fait cet homme, professeur d'université américain? Et là, on touche à la proxémie et aux racines culturelles. Eh bien, ce qu'il a fait, c'est que quand je suis ressorti, il était avec une bouteille de vin blanc qu'il avait ouvert et un verre. Qu'est-ce qu'il avait fait? En fait, il me l'a expliqué plus tard, il était allé dans mon frigo. Vous voyez en quoi ça touche l'espace intime, hein? Le centre de mon oignon, hein, vraiment. Hein. C'est-à-dire, le frigo, c'est mon ventre dans ma représentation. Cet homme était allé ouvrir mon frigo et il était blême, il était mécontent, il n'était pas bien reçu pour lui. Culturellement, si je le recevais chez moi, si j'avais fait l'effort de le faire venir chez moi, il lui fallut avoir au moins 2 ou 3 bières au frigo. Et là, vous êtes face à cette petite situation anecdotique où se font face 2 rationalités, 2 logiques d'action. Et ça ne peut en fait se résoudre, ce caractère multiculturel de la confrontation, que si, en quelque sorte, on en parle ensemble, et on en a parlé ensemble. Depuis, j'ai toujours un peu de bière au frigo, et surtout, ce dont je m'aperçois, c'est que vous avez certains jeunes, quand ils viennent à la maison, et qui viennent pour la première fois, c'est pas rare quand ils viennent regarder ce qu'il y a dans notre frigo. Et là, on se dit, tiens, voilà des évolutions et des logiques d'apprentissage tout à fait nouvelles et qui touchent évidemment et aux générations, vous l'avez compris, mais bien évidemment et plus encore, et aux classes sociales et aux cultures à l'œuvre. Voilà, je vous remercie infiniment. Il faut que j'aille prendre mon taxi, mais je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie infiniment pour votre attention et je remercie vraiment Sciences Po Reims pour la belle qualité de l'accueil.